Et on est en direct. Bonjour tout le monde, comment allons-nous en ce vendredi avant le week-end alors que les vacances approchent pour certains, si c'est pas déjà les vacances pour vous, ça n'est pas encore les vacances pour moi, mais voilà, on est là quand même hein, pour la quasi-dernière de la saison. Salut Amalano, Amaleno, pardon. Je vous abandonne soon, ouais c'est ça, dernier stream officiel aujourd'hui, enfin officiel, de la programmation habituelle. Je stream encore mardi, mais on va faire un stream gaming, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et après, effectivement, je vous abandonne pendant un mois. On reprendra les streams début septembre, probablement toute fin août ou début septembre. Alors je serai pas là en train de me tourner les pouces, parce qu'en ce moment, en attendant, moi je serai là en train de travailler sur la chaîne. Comment vous allez faire pendant un mois? Bah, vous allez aller à la plage, vous allez vous reposer. Pour mettre les vacances, c'est plus voir de pseudo. Non, c'est pas voir de pseudo qui pose problème. Non. Moi, les vacances, c'est ne pas avoir de consultation publique de la commission, qui évidemment on drop une toutes les vacances. Non, mais je vais pas m'ennuyer pendant cet été, hein, comme d'habitude. Hein, j'aurai du taf. Hein, pour mon vrai boulot. Et à côté, c'est le moment où j'ai un mois pour un peu me poser et faire un peu les updates dans le stream, etc. Tout le contenu, préparer du contenu, rajouter des trucs, faire des recherches, machin. Donc c'est un peu les trucs de back-office que j'ai du coup le temps de faire et que ça me permet de potentiellement de préparer pour la saison suivante et aussi faire en sorte que voilà, vous ayez du contenu tout prêt lorsque vous rentrez de vacances et qu'on se retrouve un mois plus tard. Mais voilà. Donc du coup, on a du faux bleu. Non, c'est faire. Je m'excuse. Je n'oserais insinuer que vous n'avez pas du vrai boulot. Non. C'est une erreur de ma part, évidemment. Votre boulot est tout aussi vrai que le mien. Là n'est pas mon propos. Je n'oserais insinuer le contraire. D'ailleurs, j'ai aucune idée. D'ailleurs, qui ici, ça bosse, c'est étudiant, c'est quoi dans le chat, la situation là? C'est vrai qu'une fois de temps en temps, je devrais faire un peu le profil de l'audience. J'ai un peu de mal à savoir qui fait quoi. Enfin, je vous demande pas de me faire votre CV, hein, évidemment, mais juste dire, voilà, ASV. Non, peut-être pas ASV, mais en tout cas, au minimum, voilà. Qui est étudiant, qui bosse. Ingénieur IT, mais pas en France. Ah là là. Bon, c'est pas moi qui fera la leçon. Hein. Soit plus comme une corvée. Mais en plus, il touche pas en salaire, donc c'est un faux boulot. Ah ouais. En ce moment, sans emploi. Ah, terrible. Oui, vous donnez des subs, c'est appréciant, encore une fois. Hein. Les subs, c'est quand vous pouvez, si vous voulez. Hein. Je ne dépends pas de ça pour payer mon loyer, donc du coup, je suis pas du tout... À faire le forcing, c'est toujours apprécié si vous subez. Surtout que depuis que je suis corporate maintenant. Mais après, voilà, vous faites quand et comme vous pouvez. C'est toujours apprécié quand il y en a qui peuvent subber un peu. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc oui, dernier épisode de la saison programmation classique. Donc on va se faire une petite FAQ politique, hein, comme on a l'habitude. Hein, on en a fait quand même quelques-unes à ce stade-là. Vous savez comment ça fonctionne. Bah vous qui êtes présent dans le chat, là, vous savez comment ça marche. Hein, vous posez des questions, j'y réponds. Mais aussi, j'ai, pour ceux qui ne pouvaient pas suivre le stream, j'ai ma petite app, là, NGL, qui permettait aux gens de m'envoyer des questions à l'avance et j'irai aller regarder ces questions pour répondre ensuite et voir ce que les gens ont à dire. Donc hop, ça va être le programme pour aujourd'hui, donc vraiment en mode chill, on se met pas la pression, on est bien, c'est quasiment les vacances, c'est à minimum le week-end. Pas week-end prolongé pour moi, alors, il y a la fête nationale belge mardi, donc il y a pas mal de gens qui font le pont, moi non. Mais bon, ça, on sent qu'on approche quand même
de l'été, enfin on est déjà dans l'été, mais on sent que là, ça se ralentit, hein. Le nombre de mails se ralentit, etc. Bon après, le gros classique, c'est pour ça aussi que en été, moi je parle pas trop souvent, parce que y a le truc que la Commission européenne adore faire. Ça c'est le sport national de la Commission, c'est tous les étés et tous les Noëls, au moment où eux partent en vacances, ils nous envoient une petite consultation publique. Voilà, tiens, vous vouliez partir en vacances? Non, non, vous avez une consultation publique à remplir. Et on attend les réponses, évidemment, le premier jour de la rentrée. Hein, donc, vous êtes bien prié de bosser. Oula, c'est moi où ça chug un peu le live? Moi, j'ai des coupures. C'est uniquement de mon côté ou chez vous, ça lag un peu? Attends, ça me dit que le flux est excellent, là. C'est un peu étrange. Attends, je regarde si j'ai des trucs à côté qui tournent, qui font que... Ah, parce qu'il y a une update qui s'est lancée. Ah, le salaud, il a lancé une update... Windows a lancé une update au moment où je lançais le stream, le salaud. Putain, en plus... Bon, ça bug pas de votre côté, bon, en ce cas, ça va être juste du mien, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que je disais? Bon voilà, tant que le son marche, c'est vrai que c'est l'essentiel. Bon ok d'accord, s'il y a pas de souci, c'est bon, c'est peut-être probablement juste de mon côté. Donc ouais, le grand jeu de la commission, c'est de te balancer la petite consultation publique, juste avant de partir en vacances. Comme ça, t'es là, bon bah ok, très bien, je vais bosser, j'imagine. Donc entre bosser depuis mon lieu de vacances ou juste bosser au bureau, bah je préfère bosser au bureau. Comme ça, c'est quand je pars en vacances, j'ai envie d'être bien déconnecté. Donc bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sinon? Bah non, pas grand-chose. Je pense qu'on est bon pour partir. Hein, donc balancez les questions, surtout et n'importe quoi. J'y répondrai du mieux que je peux, comme d'habitude. En tous les cas, j'ai mon petit NGL. On va ouvrir le bal avec une petite question NGL. Hop, tac, tac, tac. Je scroll. Bon, il y en a quelques-unes, c'est bien. Alors, première question. Alors, quelles sont les choses les plus excitantes et intéressantes à venir dans l'année dans l'Union? Qu'est-ce qui nous attend pour l'année à venir? Alors après, excitante et intéressante, c'est un peu subjectif, mais en truc important, qu'est-ce qu'on a qui vient? On va avoir... donc là, en septembre, normalement, la commission doit annoncer... Enfin, Van der Leyen doit annoncer ce qu'elle va faire sur la question de l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs. Hein, vous savez qu'en France, il y a une loi qui se fait, il y a un gros débat en ce moment un peu partout dans le monde sur est-ce qu'il faut interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs à partir d'un certain âge. Van der Leyen est plutôt en faveur de ça, elle a lancé un rapport, etc. On a eu le temps d'en parler en stream. Et on s'attend à ce qu'à la rentrée, il y ait une proposition, c'est pas encore exactement à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, il y aura un truc qui va être autour de la protection des mineurs qui va sortir. On va avoir quoi? On va avoir le DFA, donc le Digital Fairness Act, qui est en gros toute l'update du droit des consommateurs en ligne qui va sortir. C'est là où on va avoir le retour probablement de tous ceux qui soutenaient la pétition Stop Killing Games, hein, qui s'est fait tège par la commission et qui vont probablement essayer de rentrer par la fenêtre en passant par le DFA pour essayer d'imposer voilà, l'interdiction pour les éditeurs de jeux vidéo d'interrompre en fait leur service, de ne plus permettre que leur jeu fonctionne après l'exploitation commerciale. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On a la révision des crédits ETS. Donc les crédits ETS, c'est le marché carbone. Hein, c'est le marché pour les droits à polluer. Donc un certain nombre d'industries, s'ils doivent, pour fonctionner, ils doivent acheter des permis de polluer. Donc des permis d'émission de carbone. Et donc, c'est le principal outil de l'Union européenne pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et ce système ETS fait l'objet d'une révision et qui a été présenté ou qui va être présenté très prochainement. Et ça va être un bon gros truc là, hein, ça va se mettre sur la tronche parce qu'on est en pleine phase de débat sur la simplification, le recul du pacte vert, la pression sur la réindustrialisation, etc. Avec comme vous le savez, voilà, l'Europe qui tend un peu vers la droite et qui du coup est pas très fan de ces règles-là, donc on va avoir un très gros bras de fer sur ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre qui va être intéressant?
On va voir alors le texte est déjà sorti, mais les négociations vont continuer. C'est l'Industrial Accelerator Act, c'est-à-dire c'est tout les lois, enfin c'est la loi, la nouvelle loi européenne qui impose notamment un degré de préférence européenne sur certains marchés publics. Hein, c'est-à-dire que sur certains types de produits, notamment les technologies vertes ou certaines technologies, enfin certaines industries, il y aurait une obligation pour les pouvoirs publics de se fournir à un certain pourcentage auprès de l'industrie européenne. En gros, c'est une manière de soutenir en gros la transition industrielle, enfin la transition verte dans les industries, en leur disant voilà, ça vous coûte cher de faire ces transitions, mais si vous le faites, eh ben vous avez la garantie qu'il y a un marché qui va vous être octroyé. Et du coup, ça permet aussi de soutenir la réindustrialisation, de contrer un peu la Chine et les États-Unis, etc., etc. Donc ça va être un gros morceau aussi. Le budget, évidemment, le budget, ça va être la grosse baston là, des mois et de l'année à venir, hein, puisqu'on a donc le budget de l'Union Européenne pour 2028-2034, hein, puisqu'on a, vous avez deux budgets, hein, en parallèle, hein, vous avez le budget annuel et le budget sur 7 ans, qui est le budget principal qui détermine toutes les dépenses de l'Union Européenne sur 7 ans, et dont le budget annuel est le dérivé. Et donc là, ce budget sur 7 ans est en train d'être renégocié. Et il y a une grosse pression, évidemment, enfin une grosse pression, il y en a beaucoup qui aimeraient bien finaliser ce budget d'ici la fin de l'année, ou tout début d'année prochaine, pour en gros finir ça avant les élections françaises, polonaises, espagnoles et italiennes. Parce que l'année prochaine est une grosse année électorale, je pense que ça ne vous a pas échappé, hein. Enfin, en France évidemment, mais pas qu'en France. Et donc du coup, il y en a un certain nombre de gens qui se disent ouais, ça serait bien qu'on mette pas la reine de toutes les batailles en même temps que cette année électorale, sinon on va se retrouver pris en otage par une Le Pen sauvage ou je ne sais quoi, et ça va être le bordel. Depuis quand un budget n'est pas un sujet de discorde politique. Effectivement, c'est assez technique et neutre politiquement un budget au final. Au final, quand on y réfléchit bien. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir là comme truc intéressant là, qui vont arriver dans l'année qui vient là Voyons voir. La Chine en octobre, alors c'est pas du législatif, mais il y a toute la question de la lutte contre les pratiques commerciales chinoises, où la commission a engagé un dialogue avec la Chine et a mis une deadline en octobre en disant voilà, si en octobre on trouve pas de solution, on va commencer à mettre le flingue sur la table. Donc on va bien voir si ça mène à quelque chose, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que la commission, les États membres seront prêts à mettre sur la table pour contrer les pratiques anticommerciales de la Chine, hein, notamment les subventions illégales, ce genre de choses. Quoi d'autre d'intéressant sur la défense, on va voir quoi sur la défense, je pense qu'on va juste avoir la continuité des débats actuels, hein, parce qu'il y a... on a déjà IDIP, on a déjà Safe, on a déjà tous ces outils-là, donc je pense que ça va être juste la continuation de ces débats sur le renforcement de la défense européenne, la préférence européenne, etc. etc. Peut-être des avancées sur la question de l'élargissement, puisque on a notamment le Monténégro qui se rapproche gentiment de la ligne d'arrivée, au point qu'il commence à travailler sur un draft de traité d'adhésion, pour anticiper un peu que Monténégro va bien finir. Donc l'année prochaine, il y a moyen qu'on commence à sérieusement discuter, voilà, quand est-ce que le Monténégro rentrerait dans l'Union Européenne. Est-ce qu'on les fait rentrer tout seul? Est-ce qu'on attend par exemple l'Albanie? Est-ce qu'on va voir aussi ce qui se passe en Islande cet été? On fait des prédictions? Non, c'est juste en fait là on fait FAQ politique, et j'avais une première question sur. Alors là tu vois juste l'heure, mais j'ai une app là où les gens me posaient des questions, et la question c'était quelles sont les choses intéressantes à venir dans l'année qui vient. Donc en gros faire le prévisionnel, de l'année à venir. Mais ouais, je pense que c'est
là, je pense que c'est à peu près les principaux sujets. Je suis sûr que j'en oublie, hein. Enfin, il y a plein de sujets hein, très intéressants, mais là, comme ça, dans les gros sujets, je pense que ça va être ça va déjà nous tenir pas mal occupés, je pense. Je suis sûr que j'en oublie, hein, mais de toute façon, après, on aura le discours sur l'état de l'Union en septembre, donc qui est le discours politique général de la Commission européenne, où Van der Leyen va en plus faire des nouvelles annonces sur qu'est-ce qu'ils vont annoncer l'année prochaine. Donc ça va nous... En septembre, on en saura aussi plus sur les nouvelles initiatives et les priorités de la Commission sur l'année qui vient. Ok, hop, donc celle-là est faite. La suivante. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, pour le moment je lis les Not Gonna Lie, mais si vous avez des questions, allez-y dans le chat. Hein. En attendant, je continue sur ça. Est-ce que tu as un avis sur la prolifération des organisations fédéralistes européennes? Dans les derniers mois, 4 organisations plus ou moins sérieuses en tant que concurrence et Volt à l'extrême droite, AV, au centre Astra, à gauche European Socialist Federalist et un autre. Est-ce l'avenir? Je connaissais même pas. Toi, je connaissais AV Europa, je connaissais Astra. Je connaissais pas le European Socialist Federalist là. Bah, alors c'est un peu dur à dire en fait parce que donc pour ceux qui n'ont pas suivi un peu ces histoires, il y a effectivement un coup de buzz depuis plusieurs mois sur des organisations qui se présentent comme étant des partis politiques pan-européens et fédéralistes qui émergent et qui disent voilà, on va révolutionner le fédéralisme européen, etc., etc. Et est-ce que c'est quelque chose qui est sérieux, pas sérieux, etc. Historiquement, dans les vrais partis pan-européens, on n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il n'y en a que un qui vraiment a réussi à se structurer et a vraiment présenté des candidats dans plusieurs États membres, c'est Volt. Volt étant un parti qui est... alors aujourd'hui, Volt, ils sont au Parlement européen, ils siègent chez les Verts, donc ils sont, on va dire... comment on pourrait les décrire, Volt? Ils sont pas tout à fait verts, ils sont... J'hésite entre centre-gauche et libéral-gauche, quoi, mais c'est pas des verts, c'est pas des verts. Moi, je dirais plutôt des genre du libéral-gauche, libéral-social ou du centre-gauche, Volt. Et voilà, c'est un parti qui a quelques élus. Ils sont combien au Parlement? Ils sont européens, ils sont 4, 5, je crois. Donc eux, ils ont réussi à se faire élire, ils ont des députés aussi au niveau national, dans quelques pays, ils ont des députés. Après, on a ces autres partis européens et fédéralistes qui ont émergé, avec notamment AV Europa et d'autres à l'extrême droite. On a Astra Europa qui s'est aussi formé. Bon, et apparemment à gauche aussi. Bon, déjà, à mon sens, faut un peu relativiser ces notions. Alors, la question parle d'organisation, ce qui est relativement exact, parce que ces organisations-là, en réalité, elles se décrivent comme étant des partis. Ils disent, oui, on est un parti pan-européen fédéraliste. Bon, appeler ça parti, c'est peut-être une exagération, hein, c'est un peu plus des... les gens qui sautent un peu de leur gueule disent, voilà, c'est un serveur Discord qui dit qu'il a un parti politique, alors que non, en fait, ils ont rien, quoi, en fait. Ils sont quelques militants, et puis c'est tout. Mais voilà, pourquoi je vous le dis... Attendez, j'ai une notification. Ok, rien d'important. Qu'est-ce que je disais? Oui, on a cette prolifération d'organisations, et est-ce que c'est là où je sais pas en fait trop dire, est-ce que on a vraiment une dynamique avec ces nouvelles organisations qui émergent, ou est-ce que c'est juste un effet de bulle en fait? C'est-à-dire que ceux qui suivent un peu les questions fédéralistes et les questions européennes se retrouvent surexposés à ces trucs-là qui sont en fait des machins mineurs dont tout le monde se fout. C'est là en fait où je sais pas si on a un peu un biais du fait de nos bulles algorithmiques. Donc je sais pas trop dire. Mais après, ce qui est intéressant en revanche derrière c'est l'émergence de ces groupes. De mon point de vue, c'est l'émergence de tels groupes pan-européens et même fédéralistes à l'extrême droite. C'est-à-dire que vous avez maintenant des groupes qui sont clairement d'extrême droite, hein, même s'ils disent oui, on est de droite, on est conservateur, bon,
c'est de l'extrême droite, on va pas se mentir. Hein. Quand t'as une nation qui prône... c'est quoi leur truc? C'est l'ethnoculturalisme, enfin, en gros, voilà, vous voyez à peu près le genre de délire, quoi. C'est de l'extrême droite. Voilà, on va pas se mentir. Mais historiquement, l'extrême droite est plutôt sceptique, mais on a cette nouvelle vague de gens d'extrême droite qui, eux, sont pro-européens et voire même fédéralistes, c'est-à-dire qu'ils disent oui, nous sommes en faveur d'une Europe, de l'Union européenne, et d'une Europe forte, voire même fédéraliste, pour que l'Europe puisse se défendre face à des menaces extérieures, les États-Unis, la Chine, la Russie, machin, et qui donc sont extrêmement demandeurs d'une Europe forte, même si une Europe forte, voilà, contre les migrants, catho, blanche, machin, mais c'est assez intéressant de voir cette nouvelle branche, enfin c'est pas vraiment une nouvelle branche, hein, vous avez toujours eu une branche de l'extrême droite qui était pan-européenne, mais la résurgence de cette branche est assez intéressante. La question qui va se poser, c'est quelque chose qu'on voit aussi par exemple en France, au RN, on voit dans la jeune génération RN, une partie de la jeune génération RN, monter aussi cette génération qui n'est pas dans l'euroscepticisme à la papa, dans l'europhobie à la papa, et qui eux, voilà, sont là, bah oui, effectivement, l'Europe, c'est une réalité, c'est important, il faut que ce soit une Europe comme nous on le veut, et puis voilà, quoi. Toi, typiquement, tu prends un député comme Thionnet, hein, qui est le monsieur sécurité affaires étrangères de Bardella, au Parlement européen. Lui, il a un discours, franchement, c'est un discours qui n'aurait pas dénaturé à l'UMP ou LR il y a 10-15 ans, quoi. Dans le sens où ils disent oui, bah voilà, il faut une Europe forte, il faut une sécurité européenne, il faut une défense européenne, les Russes, faut qu'on s'en méfie, c'est pas des alliés, enfin c'est les gens dont il faut se méfier, ça va être des agresseurs, etc. Donc un discours qui est au final très à rebours de la ligne historique du RN, mais qui monte. Alors la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui va rester anecdotique, surtout maintenant que Marine Le Pen est de nouveau la candidate officielle du RN, donc pas franchement tenante d'une ligne pro-européenne. Est-ce que c'est une branche qui va continuer à se développer ou qui va prendre son indépendance, etc. etc. Ça reste à voir. Mais dans tous les cas, moi, ce que je trouve intéressant dans cette prolifération d'orientation fédéraliste européenne, c'est que, ça montre qu'il y a un renouveau d'un activisme sur la question fédéraliste, et que cet activisme va au-delà de ce qui était, on va dire, son cercle naturel, c'est-à-dire plutôt centre-gauche, quoi. Centre-gauche vert. Hein. On voit ce groupe se développer davantage dans les branches libérales et dans les branches, notamment à l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc bon, on va voir si ça se transforme ou pas, quoi. On sait où on en est pour le projet de défense commune et le parapluie nucléaire français étendu? Non, pas plus que ça, puisque c'était une annonce française. La seule chose qu'on sait, c'est que alors, Macron avait fait son discours à Lille-Longue, c'était à Lille-Longue, hein, je crois qu'il a fait son discours, où il avait annoncé voilà, sur la dissuasion nucléaire. Hein. Traditionnellement, le président français fait toujours au moins un discours sur la dissuasion nucléaire par mandat. Et donc Macron faisait le sien, et on savait que ce mandat-là, il avait donné une dimension européenne. Hein. En gros, la question, c'est voilà, on sait que les Américains, on peut plus trop compter sur eux, on sait qu'il y a une menace russe. Comment et dans quelle mesure la France pourrait éventuellement filer un coup de main sur la défense européenne en utilisant à son profit sa propre dissuasion nucléaire, puisque jusqu'ici, on a été dans une ambiguïté stratégique, hein, c'est-à-dire que la France, qui est au sein des membres actuels de l'Union européenne, le seul pays qui a l'arme nucléaire, entretenait une sorte d'ambiguïté stratégique en disant bah voilà, les armes nucléaires françaises sont utilisées pour la défense des intérêts vitaux de la nation. Cette notion est laissée de manière assez vague, et on savait que ces intérêts vitaux de la nation avaient une dimension européenne dans la doctrine, mais on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Et donc on se disait, voilà, est-ce que Macron va annoncer voilà, un renouveau, une européanisation de la puissance nucléaire? T'avais l'extrême droite et une partie de l'extrême gauche qui s'excitait en disant oui, Macron va donner les armes nucléaires, va donner les armes nucléaires à la Commission européenne, on va perdre notre souveraineté, machin. Ce qui était du bullshit, hein, tout le monde savait que ça allait jamais arriver. Mais au final, voilà, ce qu'il a annoncé, c'est voilà, on va permettre
Donc l'arme nucléaire française restera sous contrôle français exclusif, machin, machin. Mais ils ouvrent, ce qu'il a annoncé, c'est que, la France allait ouvrir l'accès à son exercice nucléaire annuel, dont j'oublie le nom là comme ça, et qu'ils allaient ouvrir l'accès à cet exercice militaire nucléaire à d'autres pays. Donc d'autres pays pourraient participer à cet exercice. Et que la France pourrait stationner des avions de chasse nucléaires, en tout cas à capacité de porter une arme nucléaire, sur le territoire d'autres États alliés en Europe, de manière temporaire, etc. Donc en gros, comme les Américains aujourd'hui ont des armes nucléaires qui sont dans plusieurs bases en Europe, eh ben les Français diraient bah voilà, moi je vais mettre des Rafales dans un certain nombre de pays de manière temporaire, comme ça on va avoir une extension quelque part de peut-être pas du parapluie nucléaire français, mais en tout cas il y a potentiellement une capacité nucléaire française en dehors des frontières de la France. Et donc la question c'est derrière, voilà, qui parmi les autres États européens est volontaire pour faire ça, etc. etc. Donc il y a plusieurs pays qui se sont portés volontaires, je crois qu'il y en a 5 ou 6, j'ai plus la liste exacte, mais je crois qu'il y a les Pays-Bas, il y a les pays nordiques, l'Allemagne aussi a dit qu'elle était intéressée, je sais plus si la Belgique aussi a dit qu'elle était intéressée, enfin voilà, il y a une demi-douzaine de pays, je crois, qui ont dit qu'ils étaient intéressés. Et aujourd'hui, il y avait le Conseil des ministres commun franco-allemand. Et justement, un des aspects qui a été annoncé, je crois, c'était que les Allemands allaient participer à ce fameux exercice nucléaire français pour accroître le resserrement des liens entre, enfin la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Mais au-delà de ça, on n'a pas trop de news. Hein. Encore une fois, ici, c'est quelque chose qui c'est franco-français. Hein. Évidemment, c'est pas l'Union européenne qui décide du parapluie nucléaire français étendu. Hein. C'est la France qui contrôle ça, mais bon. Les Américains l'ont dans des bases américaines en territoire européen. La France, ça serait sur base d'autres pays européens, donc pas français, ça va pas poser de soucis. Bah, alors ça, je me souviens plus comment ça marche. À mon avis, ça devait être sur des bases autant. Parce que en fait, le truc qui est pas clair, c'est dans le discours, il disait on va mettre des avions à capacité nucléaire. Les Américains, eux, ce qu'ils ont, c'est ils ont évidemment des avions qui ont une capacité de transport d'armes nucléaires, mais ils ont aussi des armes nucléaires qui sont stockées dans des bases américaines un peu partout sur le continent. Côté français, de mon souvenir, il n'était pas question de dire on va installer un certain nombre de armes nucléaires dans des bases en dehors de France. On a dit on a des avions avec une capacité nucléaire qui pourront être stationnés temporairement sur des bases en dehors du territoire français. Mais bon, après, sur le fonctionnement, encore une fois, là-dessus, on sait pas encore trop. Enfin, j'ai pas vu d'annonce ni de trucs supplémentaires. Je pense que, évidemment, si les questions d'armes nucléaires, il y aura un protocole très particulier. Hein, je veux dire, comme en plus ça va être via des accords bilatéraux, etc. À mon avis, il y aura des conditions très spécifiques qui vont être définies par la France pour que on aille mettre au parking nos Rafales avec une capacité en port nucléaire dans des bases en dehors des frontières françaises. On a dit ça va faire l'objet d'accords bilatéraux qui vont arrêter très précisément les règles. Donc, je pense que tout souci potentiel va être préparé à l'extrême dans le cadre de ces accords bilatéraux. Mais pour le moment, à ma connaissance, on n'a pas vu nouveaux, d'autres news sur ce truc particulier. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Hop. Alors. Question suivante. Tac. Qu'est-ce qui manque vraiment comme type de médias grand public sur l'Europe? Un truc qui marcherait bien. Alors, un truc qui marcherait bien sur l'Europe, ce serait bien. Mais qu'est-ce qui manque vraiment en médias grand public sur l'Europe? Bah... Après, t'as la question française, etc. Mais... on n'a pas d'émissions de grandes écoutes. Enfin, on a quelques émissions qui sont consacrées à l'Europe, ici et là, mais
Je veux dire, on n'a pas une émission en plateau qui a lieu à Bruxelles. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de le faire, hein, et c'était 4 qui faisait La faute à l'Europe à un moment donné, donc une émission de plateau sur l'Europe, tournée à Bruxelles, etc. Donc, ça, on a eu plusieurs tentatives d'avoir un truc comme ça. Ça n'a pas eu l'air enfin, s'ils l'ont arrêté, c'est que ça a pas été fonctionné autant qu'ils voulaient, même si ça fait plusieurs saisons. Mais au-delà de ça, enfin, le problème des médias sur grand public sur l'Europe, c'est que c'est un peu la question de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Est-ce qu'il faut créer d'abord un média ou une émission consacrée à l'Europe qui intéresse l'audience, et donc l'audience a un intérêt sur ça? Ou est-ce qu'il faut attendre que... ou est-ce qu'il faut... Ah, pardon, je définis mal. Est-ce qu'il faut d'abord créer cette émission ou ce média et ensuite les gens vont s'y intéresser? Ou est-ce qu'il faut attendre que les gens s'intéressent à ça pour ensuite créer ce média ou ce format? Donc voilà, c'est là qu'est la question de l'œuf et de la poule. Titre personnel, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut créer le média et le format pour intéresser les gens, parce que sinon les gens, de manière naturelle, vont pas nécessairement aller se lever le matin en disant oui, il me faut absolument une émission sur l'Europe, ou oui, il me faut absolument une chaîne dédiée à l'Europe, etc. Mais après, c'est aussi une question, bah voilà, comment est-ce qu'on fait pour que les intérêts, enfin les intérêts européens, la question européenne soit mise en lien avec les sujets nationaux et que du coup, bah, les gens réalisent, bah oui, tiens, ce qui se passe à Bruxelles, c'est pas seulement ésotérique, ça a aussi un impact sur moi, etc. Donc le côté plus pratico-pratique de ce qu'est l'Europe, mais c'est un peu compliqué à faire parce que bah, l'Europe, c'est quand même technique, c'est quand même un peu dry expliqué. On n'a pas les poétiques de petites phrases à la con, beaucoup moins qu'on peut trouver dans d'autres pays qui alimentent les télévisions, les chaînes en continu, où ils peuvent te faire une émission complète sur le fait que machin a balancé une connerie sur Twitter. Enfin, c'est pas vraiment dans la pratique poétique de la politique européenne, donc ça complique ça. Faut mettre en place une sorte de système de points pour les bons citoyens s'ils s'intéressent à des sujets de la vie publique, alors on les récompense. Pour appeler ça le crédit social, ça sonne bien. Il y a un concept. Je pense qu'il y a un concept. Et d'ailleurs, c'est pas seulement s'ils s'intéressent à des sujets sur la vie publique, c'est bien, ok, tu peux avoir quelques points, mais il faut qu'ils s'y intéressent et qu'ils soutiennent les bonnes opinions. Évidemment, hein, c'est bien qu'ils s'intéressent, mais s'ils s'intéressent pour dire ensuite des conneries, non, ça c'est pas bien pour la vie publique, c'est pas bien. Faut pas récompenser ce genre de choses, il faut uniquement récompenser les bonnes opinions. Je pense que c'est là où on peut vraiment atteindre le potentiel maximum. Voilà, et s'ils votent autre chose que moi, effectivement, ils perdent des points. Je pense qu'effectivement, c'est un système qui peut avoir de l'avenir. Démocratiquement, je pense qu'il y a un concept à développer. Je pense qu'on peut faire on pourrait lancer un projet pilote. Il y a un projet pilote qui pourrait être lancé pour faire ça. En plus, Pop serait tellement heureux de leur dire qu'il n'y aura même plus besoin d'élections. Ah oui. C'est comme quoi, hein, je veux dire. Le bonheur ne tient pas à grand chose. Si les gens savaient s'en remettre un peu aux autres, ou alors faire comme dans Helldivers où tu votes et c'est une IA qui décide. Alors attends, je relis la question pour voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié comme type de média grand public sur l'Europe. On a la question du type. Moi, je pense qu'on n'a pas de talk show. Il faudra un talk show sur les questions européennes. Je suis biaisé parce que je buterais pour être dans un talk show sur l'Union européenne, quoi. Mais je pense que c'est un format qui manque. Le talk show, de l'émission long format sur les questions européennes et régulières. Hop. Ensuite. Suivante. Est-ce que tu as déjà des idées pour la prochaine saison?
Alors j'ai des idées. Alors côté stream, j'ai pas tellement... Enfin, j'ai des updates, des trucs comme ça, mais j'ai pas des grands concepts nouveaux. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas... Je pense qu'au niveau du contenu sur le Twitch, on a un équilibre qui fonctionne, hein, je veux dire, les news reviews, enfin les revues de l'actu, les FAQ politiques. Faudrait que je fasse plus souvent des Eurobubble Therapy où j'invite d'autres créateurs à parler d'Europe, mais j'ai pas un nouveau format. Toi, par exemple, les élections. Est-ce qu'il faudrait que je fasse revenir les interviews politiques? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que si je les faisais revenir, faudrait pas que ça soit en visio. Parce qu'avant, je faisais des interviews politiques, mais je les faisais en visio et ça. Je sais pas, j'ai jamais été complètement satisfait de ce truc-là parce que c'est un peu compliqué d'avoir vraiment une discussion, etc. Tu rentres plus dans les tunnels et tout. Donc bon, les interviews politiques, faudrait être dans un format vraiment en personne, quoi, où tu peux vraiment discuter avec la personne et c'est plus facile pour interjecter, rebondir, etc. Mais bon, là, au niveau des formats, pour le moment, j'ai pas de... Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de grandes nouveautés en tête pour le stream. Après, si vous avez des idées, si vous avez des envies, vous me le dites et on y réfléchit, on papote. Après, j'ai d'autres trucs que je veux faire sur les autres plateformes, en dehors de Twitch. Mais bon, pour le moment, je vais pas en parler parce que bon, c'est quand même pas mal de preuves. J'ai pas envie de hyper un truc qui peut-être ne se ferait pas ou se ferait pas exactement comme je le voudrais, etc. Mais je travaille en termes de nouveauté, c'est plus sur ce plan-là que je travaille, plus que sur la partie Twitch, quoi. Tu penses qu'il y a moyen avec Arte de créer des émissions plus populaires sur télé ou Twitch avec de meilleurs moyens? Tu veux dire sur l'Europe? Bah, moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien qu'on fasse une. Enfin, le truc c'est une émission plus populaire. C'est un peu la difficulté. Comment tu fabriques la popularité sur une émission? Mais moi j'aimerais bien avoir, parce aujourd'hui on a RogueSir. Donc vous savez, hein, c'est l'émission qu'on fait une fois par mois avec Arte, avec Jean, avec Mama Paprika, avec Fibrotig, hein, qui est un talk show un peu light où on parle d'Europe, on parle d'Europe en termes général, pas uniquement politique européenne, c'est pas un talk show politique, et on fait un jeu de rôle à la fin. Donc c'est très light touch en termes de vulgarisation européenne. J'aime beaucoup RogueSir, etc. J'aimerais bien avoir un talk show politique. Ouais, si on me demandait, je ferais un talk show un peu à la Backseat, en gros un mix entre Backseat et Euroguessr sur l'Europe. Ça serait le rêve. Est-ce que ça serait populaire? Ça à voir, parce que la difficulté c'est que les gens ont un peu tendance à uniquement s'intéresser, surtout sur Twitch, à la politique nationale, quoi, hein. Je veux dire, quand tu sors un peu quand tu sors de la dernière polémique, la dernière petite phrase de machin ou machin, surtout à l'approche d'une présidentielle, l'attention des gens devient de plus en plus limitée, quoi. Donc bon, la notion de popularité serait à relativiser dans un truc sur l'Europe, hein, qui sera toujours avec une audience plus faible que un truc sur du national, mais je pense que oui, il y aurait moyen. On pourrait parfaitement créer une émission sur ça, il y aurait moyen de le faire. Derrière, c'est faut de budget en fait, hein, parce que ça coûte cher de faire. Enfin, ça coûte cher, ça coûte de l'argent de faire une émission, hein. Et en invitant de gros streamers, même s'ils sont pas directement liés à la politique, le problème c'est que avoir les gros streamers, déjà, est-ce que les gros streamers vont vouloir s'exposer sur un truc? Je veux dire, c'est Euroguessr, etc., ou même parler politique, ça reste de la politique. Et les gens n'ont pas forcément envie de s'exposer sur ce truc-là. C'est casse-gueule, hein, quand tu parles politique, hein, donc surtout pour les plus gros. Donc Jean a fait ça avec Backseat. Oui, Jean fait venir des gens sur Backseat, mais c'est pas facile de faire venir surtout les très gros streamers.
Surtout en plus, enfin, la politique nationale, les gens connaissent, ils sont capables de parler un peu. La politique européenne, je veux dire, c'est encore un niveau dessus, quoi. Tu peux faire parler éventuellement un streamer, de lui faire donner un avis sur ce qui se passe en ce moment parce qu'il regarde la télé comme tout le monde, etc. Mais tu demandes à un gros streamer, ok, la politique européenne, etc. Il peut se retrouver un peu paumé, quoi, ou pas avoir grand chose à dire. Mais et aussi, il faut les questions d'agenda, ça coûte de l'argent, machin. Donc, sur le papier, oui, ça serait bien d'inviter les gros streamers, etc. En pratique, c'est compliqué. En termes organisationnels, c'est quand même compliqué à faire. Il y a quand même des réticences Il y a quand même des réticences sur ça, quoi. Ça pourrait marcher, mais il faudrait passer la barrière de la langue, car tout le monde parle pas anglais ni français. Alors, oui, alors après, ça là-dessus, je touche même pas à la question de la langue, effectivement. Hein. Pour le moment, s'il y avait un talk show, oui, effectivement. Alors, faudrait faire un talk show. Alors moi, je ferai un talk show en français et un talk show en anglais, quoi. Mais effectivement, si tu veux parler au public espagnol, bah oui, il faudrait que ça soit en espagnol. Si tu veux parler au public polonais, faudrait que ça soit en polonais. La traduction, l'interprétation, bon, c'est un peu chiant. Tu vas pas passer 3 heures à écouter une voix d'interprète, quoi. Ça dépend comment on s'y prend. Si le but de l'émission, c'est de faire découvrir l'Europe à des novices, je pense qu'il y a peut-être moyen d'intéresser les invités. Bah, quelque part, c'est ce que Roguesser fait. Roguesser invite des gens à parler d'une thématique avec un lien sur l'Europe, un petit peu, et même s'ils sont pas experts sur le sujet, ça les intéresse un peu. Ils savent on va parler un peu d'Europe, etc. Et voilà, hein, mais ça reste. Encore une fois, la politique, ça reste un sujet qui est casse-gueule. Hein, quand tu dépends d'une audience qui peut réagir en bien ou en mal au fait de rentrer dans cette arène-là. Et puis aussi, toi, là, t'as le côté comment tu construis une mission, parce que tu fais venir un streamer, surtout un gros streamer, tu vas pas juste le mettre, voilà, tiens, je vais te faire la leçon pendant 3 heures. Faut qu'il puisse dire des trucs, faut qu'il ait une contribution, faut qu'il ait quelque chose à apporter. Donc, même si tu dis, voilà, je vais faire un peu de vulgaire, je vais te donner des clés, faut aussi qu'il puisse donner des trucs, dire des trucs, et toi, tu t'invites pas un gros streamer pour dire, bon, voilà, tu vas te poser pendant 3 heures et tu vas m'écouter doctement, ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ah ouais, et ceci ou cela, c'est. Faut pas que ça soit une émission où l'invité est passif, faut qu'il soit aussi contributeur, qu'il apporte quelque chose. C'est aussi ça le challenge, hein. Il faut que ça avance dans les deux sens. Et c'est une des raisons pour lesquelles, au niveau de Roguesser, on est passé sur des émissions thématiques. Parce que ça permet d'inviter des gens, des streamers, des créateurs qui sont en lien avec les thématiques, et même s'ils sont pas connaisseurs de l'Europe, ils ont des trucs à dire sur la thématique en question, et du coup ça permet justement de faire ce dialogue où eux vont avoir des trucs concrets à dire sur le thème. Hein, c'est aussi là qu'il faut y faire. Après, bon, ouais, encore une fois, sur un talk show potentiel, j'ai quelques idées, à moins que je pourrais, que j'ai pour potentiellement construire un talk show, mais après, la grosse question, c'est que, voilà, faut être capable, c'est quand même des gros c'est le budget, hein, je veux dire, une émission type Backseat, Backseat, ça leur coûte quoi 15 000 balles minimum par émission. Donc faut être capable de réunir, allez, si tu l'as fait un peu cheap, 10 000 balles, faut réunir 10 000 balles par émission. C'est un budget. Quand même, donc soit t'as beaucoup de gens qui donnent, ce qui est pas mon cas, donc pas moi qui trouvais 10 000 balles, soit il te faut un soutien institutionnel, etc. Faut les convaincre, donc ça demande beaucoup de travail. Moi j'aimerais beaucoup. Et encore, j'en dis lui-même que c'est un exploit de faire si peu cher. Bah oui, parce que tu t'es pas dans la production audiovisuelle classique, hein. Dans la production audiovisuelle classique, c'est beaucoup, beaucoup plus, quoi. Donc évidemment, oui, c'est beaucoup d'argent, 10 à 15 000 balles pour une émission. C'est pas grand-chose pour une production audiovisuelle classique. De la télé, tu leur dis une émission qui coûte 15 000 balles, ils rigolent, ils font ouais, d'accord, c'est bon, c'est un petit budget, quoi. Mais bon, faut derrière être capable d'amener l'audience. Mais bon, encore une fois, moi,
j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup faire ça, il faudrait que... mais c'est un gros projet, il faut aller prendre son bâton de pèlerin pour aller parler aux gens, essayer de les convaincre de faire ceci, cela. Faut aussi être capable de montrer qu'il y a une audience pour ça, et c'est là le problème, hein. C'est-à-dire que moi je peux dire, voilà, moi j'adore, je peux vous faire une émission sur l'Europe, machin, machin, je peux vous faire un talk show sur l'Europe et j'aurai de la matière à dire, je peux vous faire un format et tout. Au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai pas l'audience de Backseat, quoi. J'ai pas l'audience de Backseat, j'ai pas l'audience de gens, quoi, donc c'est un peu compliqué pour dire à des gens, voilà, tu vas mettre 10-15 000 balles dans une émission qui va pas avoir une grosse audience, à tout du moins au début. Faut aussi manager les attentes et tout, quoi. Il y a un côté serpent qui se mord la queue très frustrant. Oui, je suis d'accord. C'est effectivement, mais on aurait le glitch Infinite Money, il y aurait pas ce problème-là, parce qu'on dirait on s'en fout de l'audience, du retour d'argent, etc., de l'investissement. Oui, j'ai argent infini, je fais un talk show, quoi, j'en ai rien à foutre, c'est d'argent que je peux balancer dans les fenêtres. J'ai pas encore gagné au loto. Donc à partir de là, c'est compliqué, mais moi j'aimerais bien. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais il faut bâtir une audience, il faut avoir des backings, et puis voilà, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande des efforts, et qui fera un backing, voilà, financier, politique et tout, quoi. Premier, quand je deviens le nouveau Elon Musk, tu m'arroses. Mais attends, pas trop quand même. Ouais. Faut juste devenir Elon Musk. Juste. Attends, je paie quoi? Une petite IA pour traduire en direct, mais ça c'est du budget et de l'infra. Ouais, en vrai, moi si je pouvais... Alors techniquement, je pense pas que Twitch permette ça. En naturel. Moi, effectivement, si je pouvais, je ferais des sous-titres. Hein, typiquement, moi j'aimerais bien avoir, voilà, quand je stream en anglais, bah, avoir la possibilité que les gens aient les sous-titres en français, par exemple. Pour ceux qui sont pas confortables en anglais, ou ceux qui se regardent en français, qui puissent avoir les sous-titres en anglais, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Twitch ne permet pas, pour autant que je sache, cette intégration. Indépendamment même du coût et du moyen de faire cette traduction. C'est compliqué, t'as vaguement des trucs qui font de la traduction automatique, mais quand j'ai testé, c'est pas franchement ouf, la traduction. Et tu peux pas... Enfin, t'es quand même limité parce que tu peux le faire que dans une seule langue. C'est-à-dire que t'as ton traducteur automatique, tu le mets français vers l'anglais ou anglais vers le français, tu peux pas dire, bah tiens, utilisateur, tu peux choisir tel canal pour avoir telle traduction, etc., quoi. Oui, ça se ferait par plugin, mais est-ce que tu aurais un plugin qui permettrait à l'utilisateur de choisir la langue de traduction? Je suis pas sûr. Techniquement, je suis sûr que techniquement on pourrait inventer un truc, mais je sais pas si ça existe aujourd'hui. Et encore une fois, ça coûterait du truc et il faudrait que la traduction soit propre. Et aujourd'hui, moi j'avais un peu joué avec cette idée de traduction. J'avais pas été très convaincu par la qualité de la traduction, quoi. Quand bien même, moi, si je pouvais, je le ferais. Si je pouvais, effectivement, moi j'aimerais bien avoir les sous-titres. Ça serait plutôt pratique. Mais... Enfin bon. On croise les doigts, encore une fois. Un jour, peut-être, on fera un talk show. Un vrai talk show politique. Mais bon, c'est pas encore pour tout de suite. Alors, question suivante. Tac. Ah bah tiens, c'est quand que tu reviens sur Backseat. Alors, c'est pas moi qui décide. Si je reviens sur Backseat, c'est ces gens qui décident comme un grand si il a envie de moi sur Backseat. Bon, je l'ai déjà dit, en passé, je reviendrai avec grand plaisir sur Backseat. En étant réaliste, je suis pas sûr que ça arrivera avant les élections européennes. Si ça devait arriver, je veux dire, Backseat est une émission qui traite de politique nationale en très grande partie. Alors ça parle un peu de politique internationale, mais avec un angle très, très politique nationale. Donc moi, je suis pas le client pour ce genre de choses. Aux élections européennes prochaines de 2029, peut-être que Jean me réinvitera sur Backseat s'il en a envie. Mais encore une fois, c'est pas moi qui vois, c'est ces gens qui et la prod qui choisissent leurs invités et leurs chroniqueurs, etc. Moi, j'irai avec grand plaisir, hein, mais
Mais ça dépend pas de moi. Et je suis assez honnête pour aussi dire que avant 2029, à part s'ils décident de faire une émission spéciale Europe, il n'y a pas de raison particulière de m'inviter moi, quoi. Donc bon. Jean, si tu les écoutes, pense à moi en 2029. Ok, ensuite. Ah, tiens, Parlement. Qu'est-ce qui te ferait revenir au Parlement européen? Revenir, j'imagine, dans le sens bosser. Bon, moi, là, aujourd'hui, je suis bien là où je suis. Pas forcément envie de revenir au Parlement tout de suite. Ou... tout dépendrait, quoi. Je veux dire... Moi, j'ai pas de veto à travailler au Parlement. Je veux dire, je suis parti au Parlement européen en bon terme avec le Parlement européen. Je veux dire, j'ai pas un trauma, un PTSD du Parlement européen. Mais après, voilà, enfin, travailler au PE, à mon âge et tout, toi, j'y retourne pas pour être un assistant junior ou me taper un boss qui me casserait les couilles, quoi. Je reviendrai à mes conditions si jamais il y avait quelqu'un qui vraiment j'accroche, qui me permettrait de bosser sur les sujets qui m'intéressent, machin. Donc, j'aurais beaucoup de conditions pour que, évidemment, je me pose la question, bah tiens, oui, effectivement, est-ce que le Parlement, je pourrais faire un retour, quoi. Mais bon. Au jour d'aujourd'hui, quand bien même j'ai reçu des propositions dans le passé de revenir au PE, j'ai pas... c'est pas mon but dans la vie de revenir au PE, quoi. C'est uniquement s'il y a un alignement des étoiles, dans ce cas-là, pourquoi pas, j'y réfléchirai, mais aujourd'hui, c'est pas... Je suis content là où je suis, quoi. Quand bien même après, voilà, après le Parlement, j'ai bien aimé, hein, il y a des trucs, voilà, c'est quand même fun, hein, faire ces amendements, faire de la négociation et tout, ça c'est cool, hein, je veux dire, je vais pas dire le contraire, c'était un peu ma came quand j'étais au PE, hein, ça c'est clair et net, hein, mais voilà. Ensuite, voilà, j'ai perdu mes questions. Voilà. Hop là. Attends, j'ai une notification. Hop, je vire. Magnifique. On parle cinéma. Est-ce que tu as vu les films sur De Gaulle et tu penses quoi de comment il présente Jean Monnet? Alors j'ai vu les films sur De Gaulle. J'ai bien aimé. Plutôt bien aimé les films sur De Gaulle. La manière dont il présente Jean Monnet, donc l'un des pères fondateurs de l'Union Européenne. Alors c'est vrai que Jean Monnet apparaît à plusieurs reprises dans le film, dans les deux films. Alors le problème, enfin avec le film, c'est que il y a des trucs, je sais pas dire le degré d'exactitude historique. Je sais que dans les films, ils prennent quelques libertés avec la réalité historique, hein, par exemple. Dans le premier film, alors désolé spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais l'assassin de Darlan, dans le film, il te le présente comme étant un gaulliste jusqu'au bout des ongles, alors qu'en dans la réalité, le mec était royaliste, hein, donc pas du tout gaulliste. Pareil, il te présente la bataille de Bir Hakeim comme étant genre Verdun 2.0, alors que dans la réalité, pas tellement. Je veux dire, il y a eu côté français, on a perdu 150 mecs, même pas, donc c'est pas franchement une boucherie. Donc il y a des libertés qui sont prises, des libertés artistiques qui sont prises vis-à-vis de l'histoire. Vis-à-vis de Jean Monnet, je ne sais pas dire sur certains éléments si c'est effectivement comme ça que ça s'est passé ou pas. Parce qu'en gros, dans le film, Jean Monnet est présenté comme étant le mec qui est... c'est là où il y a une vérité historique. Il présente Jean Monnet comme étant celui qui est davantage partisan d'un alignement avec les Américains, qui est en gros qui est pour une coopération poussée avec les Américains. Là où De Gaulle, lui, veut un truc, non, on veut pas les Américains, on veut faire notre truc tout seul dans notre coin, machin. De ce point de vue-là, oui, il y a une réalité historique, puisque Monnet était effectivement un partisan d'un alignement plus important avec les Alliés. Au tout début, quand De Gaulle part au Royaume-Uni, part à Londres, Monnet ne rejoint pas, enfin, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le film présente Monnet comme le mec à qui De Gaulle propose de rejoindre le gouvernement, et le mec le regarde et dit non, je vais aller aux États-Unis, mais merci pour la proposition. Et en gros, qui lâche De Gaulle en race campagne. Dans la réalité historique, quand De Gaulle va à Londres, au début,
il loge chez Jean Monnet. Donc toi, il n'y a pas une opposition incroyable entre les deux. Je veux dire, le Monnet lui dit vas-y, viens crécher chez moi, quoi. Pareil, De Gaulle avait soutenu certaines initiatives de Jean Monnet, hein, avant que la France capitule face à l'Allemagne. Jean Monnet avait mis sur pied un projet, en gros, d'union franco-anglaise, où en gros la France et l'Angleterre uniraient toutes leurs ressources le temps de la guerre pour faire face à l'Allemagne. En gros, temporairement faire comme si c'était un seul pays, quasiment, en gros, vraiment pouler toutes les ressources ensemble. Et De Gaulle avait soutenu ce projet-là. De Gaulle avait tenté de soutenir le projet auprès du gouvernement français, le gouvernement français avait refusé. Donc voilà, ça montre bien qu'aussi, ils n'étaient pas en opposition si frontale que ça. Mais effectivement, après, derrière, dans le rapport vis-à-vis des Alliés, Monnet, qui n'a jamais été un gaulliste, est pour pour un alignement plus important avec les Américains et les Alliés. Et d'ailleurs, après, quand il quitte Londres, Monnet, il quitte Londres pour aller aux États-Unis, où il va coordonner l'effort industriel pour la fabrication des tanks, etc. etc. Et après, plus tard, donc ça c'est dans le deuxième film, Monnet, qui apparaît aussi pas mal, qui apparaît à plusieurs reprises dans le film, est montré comme étant le mec un peu techno qui soutient Giraud. Qui soutient le général Giraud, qui a autour de lui des gens qui sont des anciens vichistes, etc. etc. Et donc il soutient Giraud avant de finalement lâcher Giraud pour se ranger derrière De Gaulle. Là, il y a aussi une réalité historique. Monnet a effectivement backé Giraud à la base, avant de le lâcher quand il a vu, en fait, ce mec n'a aucun sens politique. Et il s'est rabiboché un peu avec De Gaulle. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Monnet et De Gaulle n'avaient pas du tout la même vision du monde. Monnet se méfiait de Gaulle parce que il trouvait que De Gaulle avait un discours qui était quand même borderline nationaliste sur certains trucs, et en gros, évidemment, il dit là, bon... c'est un peu... ça peut potentiellement être une pente glissante, ce que De Gaulle prône comme vision de la France, ce qui lui aussi alimentait les doutes des États-Unis vis-à-vis de De Gaulle, machin, mais voilà, Monnet, et aussi parce que Monnet, qui était évidemment lui déjà pro-européen, il voulait sa grande Europe, etc., donc du coup, la vision de De Gaulle ne correspondait pas à lui ce qu'il voyait de l'Europe, donc voilà, Monnet n'a jamais été gaulliste, c'est une réalité. Après, la manière dont il est présenté dans le film, bon, il est pas présenté nécessairement de manière flatteuse, parce que le film est, voilà, c'est le film sur De Gaulle. Le réalisateur fait très bien comprendre qu'il aime pas du tout les Américains, ce qui est quand même assez amusant. Enfin, je veux dire, le deuxième film, t'as vraiment l'impression que, genre les Allemands passent quasiment au second plan. En fait, les méchants, c'est les Américains, quoi. T'es là, bon... On sent on sent que le réalisateur n'aime pas du tout les Américains. Voilà, je sais pas dans quelle mesure il prend certaines libertés historiques sur certains trucs. Genre, par exemple, il y a une scène qui m'a choqué dans le deuxième film, et je sais pas si c'est réel. T'as la scène où De Gaulle rencontre Roosevelt à Alger. Et donc, il va rencontrer Roosevelt à Alger. Et au moment où il rentre dans la salle en bilatéral pour rencontrer Roosevelt, t'as les gardes, en gros le Secret Service américain, qui est en gros autour de la salle, qui braquent des flingues sur De Gaulle pendant toute la conversation. C'est genre, De Gaulle rentre, il s'assoit, et hop, t'as immédiatement 5 mecs en armes qui alignent la mitraillette sur De Gaulle le temps du rendez-vous, quoi. C'est là, j'étais, mais attends, c'est quoi ce bordel, genre tu braques le chef d'un de tes alliés pendant une réunion avec le président américain. Alors j'ai aucune idée de si c'est une réalité historique ou pas. Moi, ça me semble quand même assez énorme comme truc. Mais bon, voilà, ça c'est un truc. Je dis, mais attends, mais c'est quoi cette dinguerie, genre De Gaulle se fait braquer par les Américains quand on pas en rendez-vous avec Roosevelt. Aucune idée si c'est vrai ou pas. Encore une fois, le film ne montre pas de manière flatteuse les Américains dans le rapport avec la France. Et Monnet étant montré comme étant celui qui est davantage proche des Américains et des Anglo-Saxons, et qui soutient Giraud au début, etc., évidemment, bon, t'as un peu l'impression d'être
Lui, c'est effectivement le technocrate qui finit par retourner sa veste quand il voit que Giraud ne tient pas la route, quoi. Donc bon. Mais autrement, voilà, j'ai bien aimé les films. Les films étaient corrects. Je sais pas dire si j'ai préféré le premier ou le deuxième, mais en tout cas, les deux sont bons. Hop. Allez, on continue. C'est quand le prochain Euroguesseur et c'est quoi le thème? Prochain Euroguesseur, c'est... Je vais vous donner la date. Je crois que c'est le 16 septembre. Je vous confirme ça tout de suite, j'ouvre mon agenda. Hop, on va en septembre. Et je crois que c'est le 16. Non, c'est le 17 septembre. Jeudi 17 septembre. Jeudi 17 septembre, je ne vous donne pas encore le thème. Parce que... bon, je pense pas que le thème va changer, mais au cas où il change, je vais pas vous annoncer un truc et vous spoiler un truc tant que c'est pas officiel. Mais voilà, prochain Euroguesseur, 17 septembre. Et ça ne sera pas à Paris. Donc ne réservez pas déjà votre soirée à Paris. Si vous voulez venir regarder Euroguesseur, vous êtes les bienvenus, mais ça sera pas à Bruxelles. Ça sera pas ça sera pas à Paris. Mais ça va être bien comme d'habitude. Hop. Question suivante. Je regarde quand même si vous avez des questions. Non, pas de questions. Hop. Est-ce que c'est vrai que l'Europe a un droit de veto sur les lois nationales? Alors oui et non. C'est le rapport entre l'Europe et les lois nationales, c'est un peu c'est particulier. Alors, l'Europe n'a pas un droit de veto sur les lois qui sont prises par les pays. Je veux dire, l'Europe ne peut pas dire non, toi, j'aime pas ta loi, je mets un veto dessus. C'est pas un droit de veto sur toutes les lois. En revanche, c'est la Commission a son mot à dire quand il y a des législations nationales qui touchent à des lois européennes, à des compétences européennes. Par exemple, donc vous avez une directive, vous avez un règlement, donc une loi européenne. La France adapte dans son droit cette loi. La Commission européenne va regarder cette loi et dire bon bah est-ce que je considère que oui ou non ce truc est conforme? Est-ce que ça va ça correspond effectivement à ce qu'on demande? Pareil, s'il y a des lois qui sont sur des sujets où il y a des compétences de la Commission européenne, de l'Union européenne, la Commission peut donner un avis. Elle peut dire au gouvernement, au Parlement, etc., dire attention, sur ce truc-là, vous allez marcher sur les plates-bandes de la Commission. Ce truc-là est une compétence de la Commission européenne, machin, machin. Par exemple, là, on a eu, pour vous donner un exemple récent, donc vous savez, il y a eu cette loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La Commission européenne a été interrogée en amont de la loi, donc la France peut demander l'avis de la Commission. Et la Commission a dit, vous avez le droit, au niveau national, de définir un âge. Vous pouvez dire, voilà, interdire les réseaux sociaux en dessous d'un certain âge, vous pouvez le faire. C'est compétent, vous pouvez le faire au niveau national, il n'y a pas de problème. En revanche, vous ne pouvez pas donner à l'ARCOM, aux autorités nationales, un rôle de supervision sur les réseaux sociaux parce que le DSA, le Digital Services Act, dit que c'est une compétence exclusive de la Commission européenne. Il n'y a que la Commission européenne qui peut superviser les réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas faire dans votre loi dire que l'ARCOM supervise les réseaux sociaux. Non, ça vous pouvez pas. C'est la Commission européenne parce que le DSA. Donc de ce point de vue-là, la Commission a un droit de regard sur certaines lois nationales à partir du moment où ça peut rentrer en conflit avec les traités européens, le conflit, ce que dit le droit européen, etc. etc. Et tu as tout un système, ce qu'on appelle le système TRIS, où en gros, les États doivent notifier à la Commission un certain nombre de lois, comme ça la Commission peut regarder ces lois et donner un avis, enfin il y a tout un truc, la Commission peut faire des recommandations pour dire voilà, votre loi, elle me va, mais il y a tel truc qui potentiellement peuvent poser problème, donc il faudrait que vous changiez ça. Donc t'as un dialogue en fait entre la Commission et les gouvernements et les parlements nationaux
pour s'assurer que les lois nationales respectent en fait le cadre européen. Et pareil, dans l'autre sens, tu as un système qui permet aux parlements nationaux de donner des avis sur les lois européennes. Donc demain, il y a une loi européenne, les parlements nationaux ont le droit de donner un avis sur cette loi. Et tu as un système, le système de feu tricolore, où en gros, alors je me souviens jamais du nombre de trucs, mais en gros, si tu as un certain nombre de parlements nationaux qui, entre guillemets, disent attention, cette loi-là, on considère que ça va trop loin, que ça enfreint les droits des parlements nationaux, la commission a l'obligation de justifier sa décision, voire même de retirer la proposition. De mémoire, il faut un certain nombre de parlements qui mettent ce feu rouge à la commission, et c'est arrivé extrêmement rarement. C'est extrêmement rare que les parlements nationaux aient forcé la commission à revoir une initiative en raison de ce système de feu tricolore. Chaque fois que j'entends un Paris, j'entends la voix de Mélenchon comme il faisait chouchou avec son hologramme. J'avais oublié les hologrammes de Mélenchon. Hop là. Ensuite. On avance rapidement sur les questions. Donc, hop. Alors, question suivante. Oula, merde. Comment s'est décidé le nombre de députés européens, j'imagine, par pays? Ok, donc comment tu décides que l'Allemagne a 99 députés, Malte en a 6, machin. Alors, c'est une combinaison de deux choses. Alors, t'as une loi sur ça, hein, c'est décidé par le Conseil, hein, qui décide de la répartition par pays du nombre de députés. Et cette clé de répartition a 3 facteurs, en fait. J'avais dit 2, mais en fait, il y en a 3. Le critère de base, c'est, en gros, on garde un lien entre le nombre des députés européens d'un pays et la population de ce pays. Plus un pays a une grosse population, plus il a de députés. Hein, et donc, la question, c'est, voilà, toutes les X années, t'es censé mettre à jour, en théorie, faire une update pour ajuster le nombre de députés en fonction de la population. La dernière update ayant eu lieu en, j'ai envie de dire 2019, puisque la France a gagné 1 ou 2 députés à ce moment-là. On est passé à 81 députés, si mes souvenirs sont... Ouais, on est passé de 79 à 81 députés. Donc la dernière update date de 2019. Donc, la règle de base, c'est, voilà, plus t'as de population, plus t'as de députés européens. Grosso merdo. Ensuite, dans les traités, tu as 2 garde-fous qui sont indiqués, supplémentaires. Premier garde-fou, quelle que soit la taille de ta population, un pays ne pourra jamais avoir plus de 99 députés. Quelle que soit ta taille, voilà, le maximum, un pays ne pourra jamais avoir plus de 99 députés. Le seul pays aujourd'hui qui a 99 députés, c'est l'Allemagne. C'est eux qui ont le maximum. Il y a que eux qui ont atteint ce seuil maximum. Mais même si demain l'Allemagne gagne 20 millions d'habitants, ils n'auront pas un député de plus. 99, c'est le maximum. Deuxième garde-fou, c'est quelle que soit ta population, tu ne pourras jamais avoir moins de 6 députés européens. Donc, les députés, les Maltais, les Luxembourgeois, les Chypriotes, ils ont 6 députés. Alors que si tu faisais un rapport pur population divisée, en gros, population divisée par le nombre de sièges au Parlement européen, et ça te donne le nombre de députés par population, en théorie, les Maltais auraient 0,5 députés, vu qu'ils ont la plus petite population de l'Union européenne. Mais pour protéger les intérêts des petits États et leur garantir une représentation minimale, et aussi une représentation qui permet une représentation politique diverse, on a dit, bah voilà, quelle que soit la taille de ta population, tu auras toujours la garantie d'avoir 6 députés.
quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le troisième garde-fou, donc pour un peu contrôler le truc. C'est comme ça, plus ou moins, qu'on décide le nombre des députés par pays. Et t'as un autre truc, mais qui est pas par pays. Les traités européens disent que le Parlement européen ne peut pas avoir plus de 751 députés. C'est-à-dire qu'on a capé le maximum de députés. On dit voilà, quoi qu'il arrive, c'est 751. Et post-Brexit, en fait, comme je le disais, la dernière update du nombre de députés, c'était en 2019. Et en gros, cette update s'est faite à la faveur du Brexit. Puisque les Anglais partaient, ça libérait un certain nombre de sièges au Parlement européen. Jusqu'en 2019, on était à 751 députés, on était au maximum. Et post-Brexit, en gros, ce qui a été décidé de faire, c'est on va utiliser le fait que les Anglais partent, ce qui nous libère 70 députés et quelques, je crois 74 de mémoire. Et on va utiliser ces sièges qui sont libérés par les Britanniques pour faire les ajustements démographiques. Et comme ça, on donne des députés supplémentaires aux pays qui ont eu plus de population. Et on en garde un certain nombre de côté pour les futurs élargissements. Donc, en 2019, on est passé d'un parlement à 751 députés à un parlement à... 705 ? Non, 720. À 720 députés. Donc on a réduit de 30 le nombre de députés. Les 30 qui restent étant mis de côté et serviront pour... on piochera dedans pour les éventuels futurs élargissements. Donc si le Monténégro rentre dans l'Union Européenne, quand ils rentreront dans l'Union Européenne, les députés qu'ils auront seront piochés dans cette réserve de 30 députés. Après, la difficulté, là où ça va poser des questions, c'est si et quand tu auras un grand pays style l'Ukraine qui rentre dans l'Union Européenne, là, ça va poser une question un peu compliquée, puisque probablement les 30, les sièges qui resteront en réserve ne seront pas suffisants. Et donc ça voudra dire qu'il faudra refaire une répartition. Mais compte tenu du fait que ça aurait un gros pays qui arriverait, et donc du coup, ça, proportionnellement, il représenterait quand même un certain poids par rapport aux autres, combiné à la question démographique, avec des États qui perdent de plus en plus de population, c'est-à-dire ils ne gagnent plus de population, ils en perdent, on se dirigerait à un moment donné vers un scénario où des pays perdraient des députés. Ce qui est poétiquement un peu compliqué à vendre. C'est-à-dire autant c'est facile de vendre, tu vas gagner des députés en plus, comme ça tu peux dire, regardez, je vais être encore plus représenté au niveau européen. En revanche, c'est un peu plus compliqué d'expliquer. Alors oui, avant j'avais 75 députés, et maintenant j'en aurai 70. C'est un peu plus compliqué à vendre. Mais il y a un moment donné, la question va se poser, parce qu'on aura les nouveaux élargissements, et aussi le fait que la démographie étant ce qu'elle est, certains pays ne devraient pas avoir autant de députés qu'ils en ont. Alors les États vont tout faire pour repousser cette discussion autant que possible, parce qu'ils veulent pas avoir à expliquer qu'ils perdent des députés, mais il y a un moment donné, ils vont pas avoir le choix, parce que si l'Ukraine rentre, il leur faudra bien les députés, quoi. Donc voilà. Hop. Je continue. Tac. Est-ce que les Français sont influents au niveau européen ? Oui, on est quand même le deuxième plus gros pays de l'Union Européenne, deuxième plus grosse délégation au Conseil, deuxième plus grosse délégation au Parlement Européen, etc. Oui, on est influent, oui. Sauf les plus petits qui, eux, ne perdront rien. Peut-être que si tu restes à règle constante, oui, les plus petits ne perdront rien. Mais si jamais, à la faveur, notamment d'un élargissement à l'Ukraine, t'en profites pour faire une retouche des traités européens, tu pourrais dire, soit je change le nombre total de députés, c'est plus 751, ça sera 800. Ou alors, tu peux dire, ce sera plus 6 députés minimum, ça sera 4.
ou dire ça sera plus 99 députés maximum, ça sera 105 ou 90, etc. Donc, s'ils décident de toucher au traité, tout peut être sur la table. Alors après, personnellement, je doute qu'ils toucheraient au nombre de députés, des plus petits pays, parce que c'est compliqué serait compliqué à leur vendre. Hein. Je veux dire, si députés, ça permet une représentation politique relativement large. Leur dire, voilà, en fait, vous aurez que 4 députés, de représentativité démocratique, ça va être un peu compliqué. Donc je pense que les plus petits, et je pense que la limite à 99 et la limite à 6 ne bougeront pas. Mais du coup, t'as raison, effectivement, les plus petits, eux, ne perdent rien. Mais après, il y en a combien des pays à 6 députés, je crois? Il y en a 3 ou 4, un truc comme ça? Attends, Europarl. Boom. Recherche. Hop. Alors. On va voir qui. Malte, clic. Donc Malte, ça fait 6. Les Luxembourgeois, ils sont à combien? 6 aussi. Chypre, ils sont à 6. Qui est-ce qui pourrait être à 6? Les Slovènes, ils sont plus sur une dizaine. 9 députés, les Slovènes. Croates, 12. Les Baltes, 11, 10, 7. Ouais, non, je pense que dans les pays qui sont à 6 députés, il y en a que 3. Hein. Malte, Luxembourg et Chypre. Hein. Grèce, ils ont une vingtaine. Bulgarie, Hongrie, Slovaquie. Ouais, non, j'en vois pas d'autres qui pourraient avoir potentiellement une assise. Donc, t'as 3 députés qui bénéficient de cette... de ce palier, on va dire, et il y en a un qui a limite à 96 maintenant, ils sont plus à 99, ils sont à 96. Qui est au maximum. Du coup, ils sont plus au maximum, oui. Conclusion, Malte, le Luxembourg et Chypre sont les rois de l'Europe, on ne menace pas leur nom de parlementaire. Et voilà, c'est ça. Pendant des années, on disait oui, c'est l'Allemagne qui contrôle l'Europe, mais en fait, non. C'était un coup des Luxembourgeois. C'était les Luxembourgeois, all along. Ah oui, ouais, après, avant on parlait de la question de l'influence française. Donc oui, non, la France est un pays qui est influent. On peut discuter, est-ce que la France est aussi influente qu'elle pourrait l'être, notamment au Parlement européen? C'est un autre débat, mais la France est objectivement influente. Hein. On est les deuxièmes plus gros, on a les deuxièmes plus grosses représentations, on a un gros réseau, etc. etc. On a quand même eu une sacrée empreinte sur les décisions européennes. Je veux dire, tu prends les 10 dernières années, une bonne partie de la politique européenne des 10 dernières années est très inspirée par la doctrine française. Donc non, les Français, on n'est pas franchement à plaindre au niveau influence. Hein. On peut discuter, est-ce qu'on est aussi influent qu'on pourrait l'être? C'est une autre question. Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on est influent? Oui, clairement. Clairement, on fait partie des poids lourds. Il n'y a aucun débat là-dessus. Entre le Conseil, la Commission et le Parlement, quelle institution qui pèse le moins d'après toi? Le Parlement. Sans hésitation. La Commission a l'initiative législative, c'est elle qui est au centre du jeu. Le Conseil, c'est eux qui font les orientations politiques que la Commission doit suivre. Et du fait des gouvernements, etc., ils ont une influence sur le Parlement, etc. Le Parlement est le plus faible dans l'histoire. Il n'est pas sans pouvoir, mais il est le plus faible parmi les trois. Pour moi, ça me semble assez clair. Quand bien même, la Commission rend des comptes devant le Parlement européen, le Parlement européen a un droit de veto, enfin, peut censurer la Commission européenne, ce que le Conseil ne peut pas faire. Il y a un certain nombre de pouvoirs que le Parlement a, mais objectivement, entre les trois, c'est le Parlement qui est le plus faible. Dans l'équilibre du tout. Je réfléchis si on pourrait nuancer ça, mais... Non, moi et dans les trois, moi je dirais que c'est le Conseil qui est le plus puissant.
Pour moi, c'est le Conseil qui est le Conseil européen plus précisément qui est l'institution la plus puissante. Plus encore que la Commission européenne. Parce que c'est eux qui disent... Le Conseil européen, donc le Conseil européen, c'est la formation qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Et eux, enfin, ils rendent des comptes à personne. Hein. Le Conseil européen, ils ont vaguement le président qui doit venir faire un discours au Parlement européen pour dire voilà de quoi on a discuté, mais sinon, ils rendent des comptes à personne. Ils définissent, ils donnent les instructions politiques à la Commission européenne. Ils n'ont pas à rendre de compte devant le Parlement, etc. Donc, pour moi, c'est le Conseil l'institution la plus puissante. Hop. À tort ou à raison, c'est encore un autre sujet, mais... j'arrive plus à ouvrir mon téléphone, c'est terrible. Alors, tac. Cette question est faite. Alors, pourquoi t'es allé dans le lobby où tu travailles et pas dans un autre lobby ou une ONG? Bah... Donc pour ceux qui ne savent pas, encore que là, tout le monde dans le chat doit savoir hein, que je suis lobbyiste. Pourquoi je suis allé dans mon lobby, donc lobby du livre bon, parce que c'était la continuité de ce que je faisais au Parlement européen. Je travaille sur les questions culturelles, de droits d'auteur, etc. À ce moment-là, quand je suis parti, il se trouve qu'eux cherchaient quelqu'un, donc ça matchait. Et pourquoi pas dans une autre? Bah parce que les organisations ne cherchaient pas forcément de gens à ce moment-là, et pourquoi pas dans une ONG parce que je suis enfin sur mes sujets, je suis pas du tout d'accord avec les ONG quoi, de mon domaine quoi, donc je n'allais pas travailler pour des gens avec qui je suis fondamentalement pas d'accord quoi. Donc à partir de là, c'était ça s'est fait, je veux dire, sans ça s'est fait assez naturellement, j'ai envie de dire. Hein. Je suis parti du PE, on m'a dit ah tiens, nous on cherche quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse de candidater? Je dis bah vas-y, let's go, je candidate et ils m'ont pris quoi. Ça s'est fait voilà très naturellement. Je veux dire j'ai fait je suis parti du Parlement juillet 2019 et j'ai commencé mon nouveau taf janvier 2020. Sachant que alors bon, j'ai été un peu filou dans le sens où j'ai fait traîner le truc en fait. Toi, si j'avais voulu, j'aurais pu me faire recruter avant. Mais j'ai fait traîner le truc pour une raison financière, parce que quand tu sors... Donc je sortais du Parlement européen, j'avais le chômage, et le chômage européen, et c'est un chômage qui est très généreux au début. En gros, au début, tu touches 70% de ton salaire pendant les 6 premiers mois. Et en gros, comme j'avais un salaire qui était assez élevé quand j'étais assistant, je n'avais objectivement aucun intérêt à bosser pendant les 6 premiers mois. Il n'y avait pas un job qui m'aurait offert un salaire qui était équivalent à 70% de ce que je touchais au Parlement. Donc, j'ai volontairement fait traîner le processus de recrutement pour commencer en janvier, quand c'était la fin de la période de 6 mois, où j'étais à 70% du salaire quand j'étais au PE, et où, voilà, en gros, j'avais aucun intérêt à travailler. Et après, ça descend, je sais plus à combien, je crois à 40%, ou une comme ça, bref. Mais du coup, voilà, j'ai commencé 6 mois après avoir quitté le Parlement, et voilà, ça s'est fait assez naturellement. On m'a dit, ah tiens, on cherche, j'ai dit, bah vas-y, let's go, je postule, et puis voilà, quoi. Et pas en ONG, parce que de toute façon, alors déjà les ONG probablement ne voulaient pas de moi, et même s'ils avaient voulu de moi, bah, j'aurais dit non, parce que je suis pas du tout d'accord avec eux sur mes sujets, donc j'allais pas bosser pour des gens avec qui j'étais pas d'accord, quoi. Et d'ailleurs, je m'étais retrouvé dans la merde, non pas vraiment, mais je m'étais fait rattraper par la patrouille involontairement, puisque donc vous avez des règles hein, au niveau européen, et c'est pareil je crois au niveau français, pour en gros contrôler les situations où tu as des gens, les gens qui travaillent pour les institutions ou dans le public vont ensuite travailler dans le privé. Hein, la pratique ce qu'on appelle le pantouflage, hein, pour éviter les conflits d'intérêts, ce genre de choses. Et il se trouve que dans le cas des assistants parlementaires,
normalement, quand t'as fait plus de 5 ans de mandat, à partir... non, à partir de 2 ans et demi ou 5 ans? Je crois à partir de 2 ans et demi, pardon. À partir de 2 ans et demi de temps que tu as travaillé au Parlement européen, quand tu pars, si tu vas travailler dans le privé pendant une période, après une période, enfin pendant une certaine période, je sais plus quelle est la durée de la période, mais pendant une période, tu dois théoriquement signaler au Parlement européen et demander l'autorisation. Formellement dire voilà, est-ce que je souhaite aller travailler dans telle boîte, est-ce que selon vous ça constitue ou pas un conflit d'intérêts? Et auquel cas, il peut dire, bah voilà, tu ne devras pas aller parler à tel gens, tu ne devras pas me lobbyer sur tel sujet, dans telle commission, machin, machin. Si jamais ils disent qu'il faut prendre des mesures. Ce qui est assez rare. Et en fait, le problème que j'avais eu, c'est que le Parlement te dit pas vraiment ces informations-là. C'est-à-dire que alors, la documentation existait quelque part sur l'intranet, mais si tu sais pas qu'elle existe, tu vas pas le chercher. Et ils te donnent pas les infos. Enfin, ils te disent pas activement, attention, si vous avez été assistant parlementaire pendant plus de 2 ans et demi, vous devez après me demander l'autorisation pour bosser après dans le privé. Et du coup, n'ayant pas connaissance de cette règle-là, donc moi je l'ai bossé dans mon job actuel, et je crois que c'est quoi, 2-3 ans plus tard, j'ai été contacté par un journaliste qui m'a dit bah tiens, on fait un article sur la question je crois que c'était après le Qatargate, on fait un article sur la question la question du pantouflage, les assistants parlementaires qui ont bossé ensuite dans les lobbies, machin, et est-ce que vous avez demandé l'autorisation? Et à ce moment-là, je me suis aperçu que non, j'avais pas demandé l'autorisation parce que j'étais pas au courant de cette règle en fait. Et je crois qu'on avait lu l'article en stream à l'époque. Et effectivement, j'étais vénère parce que je m'étais retrouvé à avoir enfreint les règles sans le savoir pour un truc qui aurait pas posé problème parce que je veux dire, le Parlement n'aurait probablement rien eu à redire sur mon job puisque mon député était parti, c'était tous mes dossiers sur lesquels j'avais bossé étaient terminés, etc. Donc il y avait en termes de conflit d'intérêt, il y avait rien quoi. Donc j'aurais absolument rien risqué. Mais comme il m'avait pas informé de cette règle là, eh ben techniquement j'avais violé cette règle. Et du coup j'étais un peu vénère. Et c'est d'autant plus absurde que t'as cette règle, mais tu vois par exemple t'aurais un moyen de vérifier ça, c'est-à-dire que moi en tant que lobbyiste, j'ai un badge pour rentrer au Parlement européen, et donc je dois être accrédité au Parlement. Le Parlement doit dire bah voilà, oui j'autorise que Quentin peut avoir un badge de lobbyiste au Parlement européen. Et à l'époque de l'article, j'avais dit, mais par exemple, le truc qu'ils pourraient faire, ils savent que j'ai été assistant parlementaire, je suis dans une base de données du Parlement européen. J'existe dans les bases de données du Parlement européen. Donc ce qu'ils pourraient faire, tout simplement, c'est faire matcher la base de données des anciens assistants, des anciens staffs du Parlement européen, avec une base de données de ceux qui ont ou cherchent à avoir un badge de lobbyiste au Parlement européen, et tu regardes s'il y a un match, et si la personne a fait une demande d'autorisation ou non. Et si elle n'a pas fait une demande d'autorisation, tu dis ah attention, est-ce que vous avez fait votre demande d'autorisation, etc. Et comme ça, la personne qui n'aurait pas fait cette demande d'autorisation de bonne foi ou pas, dans mon cas ça aurait été de bonne foi, peut dire ah merde non effectivement j'ai pas fait, je savais pas, et faire la procédure. Là y a rien. Alors aujourd'hui je ne sais pas, ça fait quelques années maintenant, je ne sais pas s'ils font ça, j'espère qu'ils le font, ou en tout cas au minimum qu'ils informent les assistants quand les assistants partent, attention vous devez demander l'autorisation pendant une certaine période au Parlement européen, mais ouais, je m'étais fait rattraper par la patrouille sur une règle que je ne connaissais pas à l'époque. Bon, il n'y avait aucune conséquence, hein, je veux dire, le Parlement n'a rien fait après coup, je veux dire, ils m'ont demandé, c'était 3 ans après les faits, encore une fois, il y avait zéro conflit d'intérêt, donc ça a été la fin de l'histoire, quoi, mais j'étais un peu vénère au moment où c'était arrivé, quoi. Les services des grosses organisations ne communiquent jamais entre eux, c'est la règle. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, ouais. Surtout pour le coup, c'est juste matcher une base de données, quoi. Que bon. Bref. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, pourquoi j'ai bossé pour ma boîte actuelle et pas pour une job? Bon, voilà, du coup, j'ai répondu parce que, bon, juste ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait, ils cherchent quelqu'un, j'avais toutes les compétences qu'il fallait, et puis voilà, quoi. Hop. Question suivante. Tac. Est-ce qu'il faut supprimer l'unanimité? Donc l'unanimité au Conseil européen, enfin au Conseil de l'Union, donc l'institution qui représente les États membres, est-ce qu'il faudrait supprimer l'unanimité, les votes à l'unanimité, qui déjà ne sont plus la règle, hein, depuis
depuis longtemps maintenant, et notamment depuis Lisbonne, le traité de Lisbonne en 2009, l'immense majorité des lois, des textes au Conseil sont adoptés à la majorité qualifiée. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait 60% des États membres, donc 15 États membres, représentant 65% de la population qui approuvent, qui votent pour que quelque chose passe. Hein, c'est la majorité qualifiée. Et c'est la règle par défaut maintenant. Et l'unanimité ne reste que dans certains domaines très spécifiques qui sont en fait les plus liés aux compétences nationales, enfin voilà, aux compétences régaliennes, typiquement sécurité, défense, affaires étrangères, citoyenneté, élargissement, une partie de la compétence commerciale sur certains accords. Donc c'est un petit nombre de sujets qui est encore sujet à l'unanimité. Aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce que cette unanimité devrait être retirée, notamment sur la question des affaires étrangères, puisque bah, voilà, depuis la guerre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a vu bah, voilà, la Hongrie de Orban qui mettait ses vétos, qui faisait tout pour emmerder son monde, emmerder les autres pour empêcher le soutien à l'Ukraine. Et du coup, il y a un débat, voilà, pour éviter de se faire troller par un État qui voudrait vraiment aller contre les intérêts européens, est-ce qu'il ne faudrait pas retirer cette unanimité, voire même toutes les unanimités, en allant plus loin. Bon, là, ça dépend évidemment de l'opposition. Bon, après, il y a des raisons de défendre l'unanimité ou de ne pas la défendre. Toi, typiquement, bah, tu peux dire une raison de ne pas défendre l'unanimité, par exemple sur les affaires étrangères, c'est de dire, bah voilà, ça permet un scénario à la Orban où un leader tout seul peut empêcher les 26 d'avancer, ou parce qu'il a des intérêts, des accointances avec tel autre régime, etc. Et donc du coup, il va à l'encontre des intérêts européens, parce que du coup, l'Europe est paralysée, ne peut pas avancer sur un sujet. Et du coup, il faudrait mettre la majorité, ce système de majorité sur les affaires étrangères. Tu peux aussi avoir l'interprétation inverse, dire non, l'unanimité est importante, notamment parce que bon, bah, on est sur une compétence régalienne, les affaires étrangères, et parce que ça permet aussi aux États qui ont pour qui les relations avec un pays est quelque chose de très important, beaucoup plus important que pour d'autres pays, ça leur permet de faire valoir leur avis, et aussi aux petits États. Toi, typiquement, si t'as pas l'unanimité, bon, ce que pensent les Maltais, les Chypriotes, il y en a un certain nombre, la France et l'Allemagne s'en foutent un peu, quoi. Et donc, pour toi, pareil, la Grèce, Chypre vont te dire, attendez, comment je peux être sûr que mes intérêts spécifiques vis-à-vis de la Turquie vont être pris en compte s'il n'y a pas l'unanimité? Parce que sinon, je vais me faire marcher dessus par les Allemands, parce que eux, bah oui, effectivement, ils veulent faire du business avec la Turquie, ils ont les diasporas et tout, et donc moi, mes problèmes historiques et sécuritaires avec la Turquie, bah ils vont passer à la trappe parce que les gros pays ont décidé que. Donc c'est un garde-fou pour, par exemple, je pourrais prendre un exemple franco-français, quoi. Par exemple, la France pourrait dire, bah voilà, sur les sujets ayant trait à l'Afrique, nous, Français, on a une légitimité particulière compte tenu de notre histoire commune avec le continent africain. On a une expertise aussi particulière avec le continent africain. Pourquoi est-ce que nos intérêts devraient se faire marcher sur la gueule? Parce que bah, des pays qui, eux, n'en ont rien à foutre de l'Afrique, objectivement, toi, t'es Baltes, t'es les pays nordiques, l'Afrique, c'est pas une priorité stratégique pour toi, donc tu t'en fous un peu. Donc pourquoi est-ce que mes intérêts devraient être, qui eux sont importants, devraient être mis à bas par une majorité qui elle, n'en a rien à cirer, n'a pas d'intérêt particulier dans la région concernée. Donc tu peux argumenter dans les deux sens. Pareil, hein, par exemple, il y a aussi certains domaines où ça fait parfaitement sens d'avoir l'unanimité. Toi, par exemple, sur l'élargissement, c'est pas nécessairement choquant que les décisions sur l'élargissement de l'Union européenne soient prises à l'unanimité, que tous les membres actuels du club doivent être d'accord pour qu'un nouveau rejoigne. Ça peut se justifier aussi. Donc bon. Je pense que s'il y a un sujet sur lequel l'unanimité est pas menacée, mais pourrait être potentiellement remis en cause, c'est sur la question des affaires étrangères. C'est là où il y a une vraie pression. Mais pour ça,
il faudra une révision des traités ou une clause passerelle qui n'est pas... Les clauses passerelles, en gros, c'est une règle dans les traités actuels qui disent déjà... Alors, sur un sujet ou sur certains sujets où les États doivent prendre une décision à l'unanimité, si jamais les États membres à l'unanimité décident que, à partir de maintenant, le mode de vote sera à la majorité qualifiée, et ben le vote se fera à la majorité qualifiée. Mais en gros, il te faut une unanimité pour retirer l'unanimité. C'est un peu le serpent qui se mord la queue quand t'as une situation où t'as un pays qui casse les couilles et que du coup, oui, il va empêcher que son veto soit neutralisé, quoi. Oh, excusez-moi. Oh, terrible. Le streamer fatigue. Le streamer fatigue alors qu'il a à peine 1h30 de stream. Donc voilà. Est-ce qu'il faut supprimer l'unanimité? Ça se débat. Ça se débat, et de toute façon, ça demande une révision des traités européens, et on n'en est pas encore là. Allez. Dernière question que j'ai sur mon Not Gonna Lie, donc ça va dépendre de vous ensuite, de si j'avais des questions. Ah pardon, j'ai oublié une question. Attends, je vais couvrir celle-là. Question de novice. Il me semble que je devrais déjà faire ça, mais il me semble que les lois européennes doivent être votées ensuite dans chaque pays. Que se passe-t-il si un pays refuse de voter la loi? Alors, on parle en admettant que voilà, t'as une règle européenne, donc t'as un règlement, une directive. Si un État ne transpose pas cette loi dans sa loi nationale, la Commission peut taper sur les doigts. Passer la date de mise en œuvre, la Commission pourrait lancer une enquête et dire, faire une procédure en infraction et dire attention, la France, vous étiez censé transposer cette directive avant la date X, vous ne l'avez pas fait, vous êtes en procédure d'infraction, soit vous corrigez la situation, donc vous adoptez la loi, soit vous allez vous prendre une amende. Et oui, c'est déjà arrivé, des actions en manquement. Oui, il y a déjà eu des cas. La France est pris des amendes, et parfois les États volontairement préfèrent se prendre des amendes que changer un truc qui poétiquement ne les arrange pas. La France, pendant des années, a pris des amendes, je crois que c'était sur une infraction à la directive, sur les oiseaux, la directive oiseaux, ou la directive habitat, où la France préférait prendre des amendes, payer des amendes de la Commission européenne, plutôt que d'adopter une loi qui faisait pas plaisir à tel électorat un peu critique, quoi. Donc oui, tu peux prendre des amendes. Mais après, il y a aussi un changement de doctrine à la Commission européenne, où depuis 10-15 ans, la Commission tend à prioriser, devient de plus en plus réticente à sanctionner les États. C'est-à-dire à une époque, la Commission, très régulièrement, faisait des procédures d'infraction, sanctionnait les États qui ne transposaient pas le droit européen correctement, soit le transposaient pas du tout, ou ne le faisaient pas correctement. Et donc voilà, il y avait cette procédure-là. Et depuis 10-15 ans, la Commission a tendance à beaucoup moins sanctionner ou à utiliser des procédures d'infraction et préfère utiliser des procédures de dialogue, en gros, pour essayer d'encourager les États, etc., etc. Un truc beaucoup plus soft. Là, en réalité, c'est un peu le revers de la médaille de la politisation de l'Union européenne, c'est-à-dire que, à mesure que l'Union européenne, tu politises l'Union européenne, et la Commission européenne, qui est dirigée politiquement, peut considérer que voilà, j'ai pas envie de me mettre à dos les États, alors que je vais avoir besoin d'eux pour faire passer telle autre loi dont j'ai besoin, etc., etc. Donc en gros, foutre un peu sous le tapis, ou prendre une approche très soft sur les infractions des États membres sur certaines mises en œuvre, pour faire tourner mieux la machine au quotidien. Alors qu'à une époque où la Commission était moins politisée, enfin moins politique, c'était un acte bureaucratique, tiens, voilà, tu devais cocher une case, tu l'as pas coché, tu te prends une amende, ou tu te prends une procédure. Là, aujourd'hui, on est davantage dans un système où, pour des raisons politiques, la procédure d'infraction est un outil qui est beaucoup moins utilisé. Un cas récemment qui avait fait un peu quelques vagues, c'était
la commission qui n'avait pas lancé de procédure contre l'Italie sur une question de liberté des médias ou un truc comme ça, et en gros avait regardé un peu ailleurs parce que probablement Van der Leyen ne voulait pas fâcher Mélanie dont elle avait besoin sur d'autres sujets, quoi. On va regarder un truc. Hop, nombre de infraction procedure. Voyons voir. Voilà, donc aujourd'hui, alors là je vous donne le résultat Google. Aujourd'hui, la France est impliquée dans, en gros, entre 25 et 30 procédures d'infraction. Donc c'est un truc qui n'est pas si rare que ça. Hein, donc par exemple, on a juillet 2026, il y a une lettre, il y a plusieurs étapes, mais en gros la commission a saisi la France sur la mauvaise mise en œuvre. Alors non, c'est même pas, ok, c'est encore autre chose. Parce que t'as l'absence de mise en œuvre, t'as la mauvaise mise en œuvre, et le fait qu'ensuite un État ne remplisse pas les objectifs. Toi, par exemple, là le premier exemple, c'est sur la question de l'état des eaux, hein, la propriété des eaux dans les égouts, etc. Où en gros, tu as une directive et qui impose un certain nombre d'objectifs. En gros, voilà, d'ici 2026, il faudrait que toutes les villes aient un niveau de pollution de temps. La France s'est pris là récemment une notification de la commission parce que voilà, les données que vous avez rapportées montrent que dans plusieurs centaines de villes en France, ça ne respecte pas les standards européens en matière de collecte et de traitement. On a quoi ouais, t'as beaucoup de trucs sur le... T'as un truc sur les services vétérinaires. Voilà, la France se fait envoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir maintenu des restrictions nationales sur les entreprises vétérinaires, violant ainsi certaines règles européennes, notamment sur la liberté de circulation. Enfin voilà. T'as plein de procédures qui ont lieu quand un État échoue à mettre en œuvre une loi, ne le fait pas bien, ou ne donne pas les résultats finaux. Hop. Je vais regarder s'il y a des amendes. Il y a des amendes ultimement, si possible, mais... ça cherche. Voyons voir. Est-ce qu'on s'est pris des amendes récemment de la part de la commission? Je ne vois pas d'exemple là. Blablabla. Alors ça c'est les procédures. Mais je vois pas d'amende récente. Bon. Mais elles existent. C'est une possibilité. Ok, allez. On retourne ici. Est-ce qu'un commissaire européen peut être viré par le gouvernement qui l'a nommé? Donc est-ce que, par exemple, la France pourrait décider... par exemple, il y a les élections présidentielles l'année prochaine. Le Pen est élu. Et elle dit, voilà, moi j'aime pas Stéphane Séjourné, donc j'ai envie de le virer et qu'il soit plus le commissaire européen français à la Commission européenne. Est-ce que c'est possible ou pas? La réponse est non. Un commissaire européen ne peut pas être viré après coup par l'État qui l'a nommé. Une fois qu'il est nommé et qu'il est validé comme commissaire, le commissaire ne rend pas de compte au gouvernement qui l'a nommé et il peut pas être démis de ses fonctions.
La seule personne qui peut le virer, c'est Van der Leyen. Il y a seul le ou la présidente de la Commission européenne peut décider de virer un commissaire européen. Alors évidemment, il peut démissionner aussi de lui-même, mais voilà, tu peux pas avoir directement un gouvernement qui dirait bah voilà, tiens, toi je te vire. Alors indirectement, ça peut arriver. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu un exemple, c'était Phil Hogan, qui était le commissaire irlandais au commerce à l'époque. C'était au dernier mandat. Qui a été viré par Van der Leyen, ou qui a démissionné à la demande de Van der Leyen. En gros, après que les Irlandais aient un peu demandé sa tête, quoi, parce qu'il avait violé, apparemment, a priori, il aurait violé. Bon, c'était un peu plus. Je crois qu'au final, c'était pas le cas. Enfin bref, il y a eu tout un truc sur le fait est-ce que Phil Hogan avait violé les règles irlandaises sur le couvre-feu et le Covid. Il y avait des articles sur ça, et donc du coup. Van der Leyen, sous pression des Irlandais, avait demandé la démission de Phil Hogan, qui avait donné sa démission. Mais formellement, le gouvernement ne peut pas démissionner son commissaire européen. Les commissaires européens sont indépendants des États. Ça fait partie de leur... comment on traduit ça oath, de leur serment. Hein, quand ils sont nommés commissaires, ils prêtent serment. Et dans leur serment, ils doivent prêter serment qu'ils ne prendront pas d'instruction de quelque État que ce soit. Un commissaire européen n'est pas là pour représenter le pays qu'il a nommé, il est là pour représenter l'intérêt commun de l'Union européenne. Oh, pardon. Alors, tac, je continue. Ah. Et en fait, je continue pas, puisque c'était la dernière question que j'avais sur NGL. Donc, tout repose sur vous, là. Chat. Tout repose sur vous. Est-ce qu'on a des questions? Hop. S'il n'y a pas de questions, hein, on partira en vacances plus tôt, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, je peux vivre sans faire 5 heures de stream. C'est pas la fin du monde pour moi. Ouais, vous avez fait votre quota. Bon, après, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Hein, je veux dire, je vais pas vous forcer, hein, les enfants. Je vais pas vous forcer. Mais sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant en attendant d'éventuelles questions? Et en plus, je peux couper, il y a carte ne stream pas. Bon, voilà, il n'y a même pas besoin d'envoyer aux copains, c'est bon. On est bien. Non, mais voilà, qu'est-ce que je vais vous dire Donc, comme je disais, techniquement, c'est pas le dernier stream. Le dernier stream, ça sera mardi. Probablement mardi après-midi, ça sera un stream gaming. Je vous donne pas encore le jeu. C'est pas un jeu auquel on a joué sur la chaîne avant. Il y a un lien avec l'Europe, évidemment. Mais ça va être drôle. Ça va être un chill stream. Hein. Je pense que je ferai ça en français. Ça va dépendre un peu de mon humeur le jour même, mais je pense qu'on fera ça en français. Donc on aura un stream gaming mardi en mode pépouze. Et après, ça sera les vacances. La prochaine fois que je vous retrouverai derrière tout ça, je pense que ce sera soit toute fin août, soit première semaine de septembre. Hein. J'aurai vaguement l'agenda, mais ouais, voilà, ça va être... probablement la semaine du 31, le 1er septembre, c'est probablement le moment où on reprendra gentiment les streams, avec, j'espère, des nouveautés à vous montrer, des trucs cool que j'aurais pu faire pendant l'été, sur lesquels j'aurais pu avancer pendant l'été. Et puis voilà, en fait... vous de votre côté, évidemment, si vous avez des suggestions, vous voulez que je fasse des trucs particuliers pour les prochaines saisons, etc., vous me le dites, hein, vous me balancez ça dans le Discord, et puis j'y réfléchis, quoi. J'y réfléchis à ce que je peux faire, et on voit ce qu'on peut faire en termes de contenu et tout. Quoi d'autre d'intéressant à vous dire Là, je commence à avoir le contre-coup de la chaleur. Ouais, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour.
Bon, j'exclus pas éventuellement si on est en août, j'ai un après-midi où je m'emmerde, de faire un stream sauvage, en mode gaming ou papote, hein, comme toujours, rester, garder un œil sur les notifications, mais bon, le programme officiel ne reprendra que en septembre. Ok, bah ouais, merci Malino sur le plugin multilangue. Ça pourrait être intéressant de savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas. Merci. Merci pour ça. Mais sinon, ouais. Dernière question, Espagne ou Angleterre? L'Angleterre a gagné, c'est pas. Je regarde tellement pas le foot. Je ne sais même pas qui a gagné entre l'Angleterre et l'Argentine. C'est l'Angleterre qui a gagné? J'ai envie de dire tant mieux, mais. Ah, Argentine, ouais, il me semblait que c'était Argentine qui a gagné. Ah bah, Espagne. Ça me fait mal de dire que l'Espagne doit gagner, mais vu qu'ils nous ont battus, mais voilà, faut une victoire européenne. D'autant plus que les Argentins, à cette Coupe du Monde, ils se prennent quand même un. Apparemment, ils ont 2-3 casseroles au cul, des soupçons de corruption, etc. etc. Donc, non, Espagne on the way. Hein. On veut une coupe européenne. Donc, let's go l'Espagne, quoi. Mais bon, après, encore une fois, moi, du personnel, le foot, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas... Si c'est l'Argentine, ça sera l'Argentine, ça changera pas ma vie, quoi. J'aurais bien aimé que ça soit la France, mais bon. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, nous avons craqué sous la pression. L'enquête pour corruption, c'est pas lié à la Coupe du Monde, mais aux gains de la Coupe du Monde de 2022 qui ont été détournés en Argentine. Y a pas un truc sur les arbitres, là, cette Coupe du Monde, où étrangement, les Argentins se prennent deux fois moins de cartons que les autres équipes à nombre de fautes égales. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, une polémique sur ça. Genre, t'as même eu un arbitre français qui a dû couper tous ses réseaux sociaux parce qu'il se faisait tracher sur son arbitrage, etc. etc. Donc, il me semblait avoir vu ça et qu'en gros, il y avait beaucoup de gens qui regardaient en mode sus ce que les Argentins faisaient, quoi. Je fais partie de ceux qui trouvent que l'Argentine est favorisée, mais ça n'a rien d'officiel. Ok, d'accord. Bon. Je ne sais pas, mais bon. On soutient les Espagnols. Voilà. Déteste le foot de base, ça pue la corruption. Ah bah, moi, je suis pas un grand fan de foot. Je suis pas un grand fan de foot. Ah, il y a aussi des chants racistes argentins. Ah bah, bon, en plus, il est si. Bon, après, il y a eu aussi quand même les propos de Raroy sur l'équipe française, bon, qui n'était pas forcément non plus très jojo, hein. Bon, ça, c'est un dirigeant, enfin, c'est un responsable politique, c'est pas les supporters, mais bon. Il y a aussi 2-3 propos de pas très jojo côté espagnol, même si Raroy s'est pris un coup sur un petit coup sur le nez suite à ça, quoi. Ouais, j'avais entendu. Ouais, Argentine et Égypte, c'est le match où j'ai entendu qu'apparemment ça avait été un peu n'importe quoi, quoi. Je crois que les côtés égyptiens, ça a pété un câble après le match en disant attendez, l'arbitrage c'était absolument n'importe quoi. On s'est fait arnaquer, quoi. L'Argentine s'est condensé du pire du foot, racisme assumé dans les champs, contestation permanente des arbitres, simulation et jeux sales. Tout ce que les gens n'aiment pas, l'Argentine le fait. C'est une manière. C'est une manière de faire. Et du coup, bah, alors c'est con parce que du coup, ça veut dire que Messi maintenant il mène au niveau du nombre de buts. Parce qu'au début, j'avais vu que c'était Mbappé et Messi qui étaient premiers ex-aequo, mais ça c'était avant l'élimination de la France. Donc maintenant, ça veut dire que l'Argentine, Messi probablement a pris le dessus. Donc si en plus il devient meilleur buteur, terrible. Terrible, je dis. Bref. T'as commencé à te dégoûter de l'Argentine depuis des années à cause de ça. Bon. Je ne savais même pas que les Argentins avaient cette réputation. Donc bon.
Encore une fois, je fais partie de ceux qui sont pas des grands fans de foot. Tu y es pire que les Anglais. Ah oui, effectivement, si c'est même pire que les Anglais. Effectivement. Non, moi, mon regret sur cette Coupe du Monde, c'est qu'on n'ait pas eu un France-Belgique. Moi, je voulais un France-Belgique, quoi. Ça aurait été un... bon, on a eu France-Espagne, on s'est fait tège, mais moi, je voulais un France-Belgique, quoi. Un France-Belgique, un 14 juillet, une semaine avant la fête nationale des Belges. Il y avait du potentiel, du gros potentiel pour troller, quoi. Moi, je me souviens, la Coupe du Monde précédente, quand il y avait eu France-Belgique, j'étais dans un bar, j'étais le seul Français, et je trollais, quoi. J'étais en mode... alors que j'en ai rien à foutre du foot, j'étais là en train de troller, les Belges, ils me lançaient des gros regards assassins sur « putain, le Français qui casse les couilles ». Le coup du somme après le match et tout, ça avait été... ça avait été ma bouffée d'air frais après le match, quoi. Alors qu'encore une fois, le foot, j'en ai absolument rien à carrer, quoi. Mais ça m'avait fait beaucoup rire. France-Norvège. Les Norvégiens, ils avaient vraiment le niveau. Parce que... après un France-Angleterre, en finale, ça aurait pu avoir de la gueule. Ça aurait pu avoir de la gueule, un France-Angleterre. Mais bon. Après, les Norvégiens, ils avaient ce joueur là, Haaland ou je sais pas quoi là, qui était un peu la coqueluche de ce mondial. Ils ont été corrects, mais un peu décevants contre l'Angleterre. Ouais. Bon, d'un côté, nous on était décevants contre l'Espagne. Hein, ça se dit Hollande, à ce qui paraît, d'accord. Lui aussi, il veut devenir président. Comme quoi, le fameux François Hollande. Le fameux. C'est François Hollande avec une perruque blonde. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Monsieur Hollande et Monsieur Hollande dans la même pièce? Moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais quelque chose, bah tu mets des chaussures surcompensées. Non. Je pose des questions. Je pose des questions, après, voilà. Je laisse les Français juger. Je laisse les Français juger, les Français veulent savoir. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Bah rien d'autre, en fait, là on est en train de papoter, en train de péter un câble à cause de la chaleur tous, hein. J'espère que vous souffrez pas trop. Moi ça va aujourd'hui, enfin, là je souffre parce que j'ai les lumières dans la gueule, etc. Du coup je prends des degrés. Il faut un photomontage pété de François Hollande. Bah si quelqu'un veut faire un photomontage pété de François Hollande et qu'il est bien, postez-le sur Discord et après je le mettrai sur Twitter s'il est vraiment bon. Donc n'hésitez pas à le faire. Même si ça me surprendrait pas que quelqu'un l'ait déjà fait pendant le mondial. Mais... bref. Concluons les enfants. Concluons. Donc, j'allais dire revue de l'actu, non, pas revue de l'actu, FAQ politique. Un peu plus court que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, on part en week-end un peu plus tôt. T'en as vu un pas mal la semaine dernière, ouais, voilà, quelqu'un a déjà eu l'idée avant nous. Terrible. T'en as un qui... vas-y, maintenant j'ai envie de le voir. Balance dans le Discord. Balance dans le Discord, ça va nous faire la petite blague. D'ailleurs, en parlant de Discord, je vous mets le lien. Pour ceux qui ne sont pas dessus. Tac. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. La FAQ d'aujourd'hui, mais c'est un peu plus courte. 2, cette saison. Comme d'habitude, si vous avez ce que vous avez vu, followez la chaîne. Si vous avez un Prime qui traîne, lâchez une pièce à votre streamer, ça fait toujours plaisir. La prochaine fois que je vous vois, mardi prochain, probablement dans l'après-midi, pour un stream gaming, en mode tranquille. On va faire des trucs drôles. Promis, il y a un lien. Il y a un lien avec l'Europe. Hein, je fais pas complètement du hors-sujet. Mais ça va être cool. Et sinon, écoutez, on se retrouvera à la rentrée. Moi, je vais bosser pendant l'été sur le contenu, pour vous faire des trucs sur Twitch et en dehors qui vont être de qualité.
Et puis voilà, sur ce, bah écoutez les enfants, je vous souhaite à tous des très bonnes vacances. Profitez bien, reposez-vous, hydratez-vous. Et puis on se retrouve mardi ou en septembre pour de nouvelles aventures, les enfants. À la prochaine, bon été tout le monde. Ciao ciao.